Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 11. Problème avec les femmes. Underworld, territoire de Gremory, manoir Gremory. 6 heures se sont écoulées depuis que James et Akeno ont été téléportés aux enfers. Akeno est restée inconsciente tout le temps, que ce soit pendant le traitement médical, effectué par un membre de la maison Citri, ou pendant le temps où elle a été autorisée à se reposer après le traitement de 2 heures. James passa la première partie de son temps à lire des articles sur le clan Imujima dans les archives du manoir Gremory. Il passa le reste du temps sur le terrain d'entraînement, à effectuer des exercices de swing. De retour chez lui, il fut surpris de constater que Ria et Heinrich n'étaient toujours pas rentrés. N'ayant rien de mieux à faire, James décida de prendre une douche. Après une douche de 45 minutes, James trouva un majordome qui l'attendait à l'extérieur de la salle de bain. « Et Geoffrey, tu as besoin de moi pour quelque chose ?» demanda James avec curiosité. James s'est lié d'amitié avec les serviteurs du manoir Gremory il y a longtemps. « Jeune maître James, la dame m'a chargé de vous informer que la jeune femme avec laquelle vous êtes arrivé s'est réveillée, » répondit Geoffrey d'un ton très professionnel. James secoua la tête à la fin de son discours. Non seulement Geoffrey, mais tous les domestiques du manoir insistaient pour l'appeler « jeune maître », malgré ses supplications. Essayant de s'y habituer, James répondit « D'accord, je comprends ». Après sa réponse, James traversa le manoir jusqu'à la chambre d'amis où la jeune fille se reposait. Alors qu'il sortait de la chambre de la fille, James sortit un miroir de sa poche et vérifia qu'il avait l'air présentable. Dans le miroir, elle vit un beau garçon à la peau couleur caramel, aux longs cheveux noirs tressés en tresses individuelles qui lui tombaient jusqu'aux épaules, et aux yeux marron foncé cernés d'un rose crépusculaire à chaque iris. Inclinant le miroir vers le bas, elle vérifia que son t-shirt noir sans manches et son pantalon en nylon noir étaient impeccables. Ne voyant aucun défaut, James tapota le bout de ses baskets noires et leva la main pour frapper à la porte. Toc, toc, toc. Au bruit d'un coup, James entendit un soupir de l'autre côté de la porte. Au bout de quelques instants, il entendit la voix de l'occupant. « Entrez, s'il vous plaît » dit doucement une voix féminine. Sur ce, James tourna la poignée et ouvrit la porte. En entrant, James regarda le lit. Assise, une belle jeune fille avait de longs cheveux noirs qui lui tombaient dans le dos et tombaient en cascade sur le lit. Au sommet de sa tête, 2 mèches pointaient vers le haut et recourbaient vers l'arrière. Sa frange couvrait son front, ses sourcils, l'arête de son nez et encadrait son visage, rendant ses grands yeux violets encore plus séduisants. « Tu es réveillée, comment te sens-tu » demanda James d'un ton doux, de peur de mettre la fille mal à l'aise. Baissant les yeux, la fille répondit doucement. « Oui, je me sens beaucoup mieux. Merci beaucoup de m'avoir sauvée. »« Ne t'inquiète pas » répondit James en agitant la main d'un air dédaigneux. « Aider les jolies filles est ma raison d'être. » Au compliment de James, la jeune fille rougit. James ne le remarqua pas, car ses cheveux lui tombaient sur le visage. Inconscient de son embarras, James se frappa soudain le front et s'exclama « Suis-je vraiment impoli ? Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés, et je ne me suis toujours pas présenté. » En entendant la forte gifle, la fille leva la tête et croisa le regard de James qui souriait et pensa « Ce garçon est très exagéré dans toutes ses actions, mais je ne le déteste pas. » « Enchanté, » dit James avec son sourire si caractéristique. « Je m'appelle James Alavru. » Surprise par l'enthousiasme de James, elle bégaya une fois de plus dans sa réponse. « Enchanté de vous rencontrer aussi, je m'appelle Imujima Akeno. »« Imujima, hein ?» James marqua une pause, puis reprit, surpris. « Attends, c'est pas le même nom que ceux qui ont essayé de te tuer ? Quel genre de famille fait ça à quelqu'un de sa propre famille ? » « Tu en es sûr ?» répondit Akeno en serrant les dents, exprimant une colère non dissimulée. En regardant la jeune fille, Imujima Akeno, James ressentait bien plus que de la colère. Il y avait une haine profonde enfouie dans ce corps minuscule. Remarquant son état émotionnel, le ton de James changea et il commença à parler d'une voix douce. « Je ne veux pas être impoli, ni percer vos secrets, » commença James, « mais j'ai besoin de connaître votre situation. Ainsi, vous pourrez bénéficier des meilleurs logements. » Akeno hésita un instant puis posa sa propre question. « Qui va me fournir un logement ?» James hocha la tête avec satisfaction, appréciant la prudence montrée, puis répondit. « Je t'ai sauvé à la demande de l'héritière de la maison Gremory, l'une des 72 familles piliers des enfers, » répondit James. Elle a vu ton talent et a souhaité t'inviter à sa pairie. La méfiance dans les yeux d'Akeno n'a fait qu'augmenter avec la réponse de James et l'explication qui a suivi. Voyant la vigilance d'Akeno, James poussa un soupir. Puis il expliqua. « Je sais ce qui t'inquiète. Honnêtement, ta réaction est la bonne dans cette situation, » dit James avec un petit sourire. « Mais je peux t'assurer que quoi que tu révèles ou décides de faire, ça ne te fera pas de mal. » En gardant un contact visuel avec James, Akeno pouvait sentir la sincérité dans son regard. Après un long silence, Akeno mit fin à son hésitation et dit « J'ai longtemps espéré trouver quelqu'un en qui je puisse avoir confiance. Je prie pour que tu ne trahisses pas cette confiance. » Prenant une profonde inspiration, avant que James ne puisse la rassurer à nouveau, Akeno commença à raconter son histoire. Son histoire, celle de sa mère, de son père et de la raison pour laquelle le clan Imujima la traquait. À la fin de l'histoire, le visage d'Akeno était en désordre, rempli de larmes et de frustration.
À cause de moi, à cause de ce sang maudit que j'ai hérité de mon père. Ma mère a été assassinée, dit Akeno en sanglotant. En entendant son histoire, James ne put que soupirer. Un ange à moitié déchu, hein, demanda James, sans s'adresser à personne en particulier. Alors c'était cette sensation étrange dans ton aura. En entendant James soupirer, Akeno leva les yeux et se sentit un peu effrayé. À quoi je pense? C'est un démon, un ennemi des anges déchus. Pourquoi diable lui ai-je tout raconté? Réalisant cela, Akeno commença à mobiliser son énergie magique, juste au cas où elle aurait besoin de s'échapper. Soupir, tu sais, toi et moi nous ressemblons plus que je ne le pensais au départ. Et, voyant la confusion et la prudence dans les yeux d'Akeno, James continua. À cause de mon héritage mi-démoniaque, ma mère est également décédée. Cependant, les circonstances étaient très différentes. Que veux-tu dire? Demanda Akeno, la curiosité piquée. Puis elle réalisa qu'il était impoli de vouloir sonder son passé et poursuivit nerveusement. Ah! Enfin! Oublie ma question, ça ne me regarde pas. Riant de la réponse pleine d'humour d'Akeno, James lui raconta la mort de sa mère peu après sa naissance, et comment elle avait dû être ressuscitée grâce à l'une des pièces maléfiques de son père, ce qui avait transformé sa race en diable. Il expliqua également qu'Akeno deviendrait elle aussi un diable si elle acceptait l'invitation de Ria à rejoindre sa pairie. Comme toi, mon côté non humain était direct. Ou peut-être indirect. Ah, peu importe. C'est aussi la cause de la mort de ma mère, conclut Tiago. Puis il continua. Mais je n'ai jamais méprisé mon sang de démon. As-tu une idée de pourquoi? Confuse, Akeno secoua la tête et répondit avec incertitude. Pourquoi est-elle encore en vie? Hug. Ce raisonnement me semblait bien plus logique, dit James, frustré, en se grattant le côté de la tête. Akeno rit, pensant que l'expression perplexe de James était mignonne. Bref, revenons à nos moutons. Parce que je sais que ma mère m'aime, telle que je suis, dit James avec un léger sourire. N'est-ce pas une raison suffisante? Akeno fut enchantée par ce doux sourire. Lorsqu'elle réalisa qu'elle le fixait, son visage devint aussi rouge que les cheveux de Ria, alors elle détourna le regard. Mais sa tête se tourna vers James lorsqu'elle entendit ces mots suivants. Alors, imagine-moi, que ressentirait ta mère si tu perdais la vie à cause de ta haine envers toi-même, demanda James d'un ton sérieux. Akeno ne put répondre. Elle baissa simplement la tête et serra les poings. Je ne dis pas que tu devrais commencer à aimer ta lignée d'anges déchus, persuada-t-elle James. Mais mourir avant d'avoir utilisé tout ce que tu as est stupide. Et c'est ce qui serait arrivé si nous n'étions pas arrivés à temps. Akeno gardait la tête baissée, les larmes aux yeux. Soudain, elle sentit une main chaude sur sa tête, la caressant doucement. C'est peut-être la raison la plus importante pour laquelle il faut accepter son côté ange déchu, poursuivit James, ce qui poussa Akeno à lever la tête et à regarder le garçon devant elle. Ta mère vous aimait tous, aussi bien les humains que les anges déchus. Ne trahis pas son amour inconditionnel en haïssant une partie de toi-même. En entendant la dernière déclaration de James, c'était comme si une bombe avait explosé dans la tête d'Akeno. J'entendais sans cesse la phrase « Ne crachez pas sur l'amour inconditionnel de votre mère pour vous », répétée encore et encore. Sur ce, les murs qu'elle avait construits autour de son cœur se brisèrent. La fracture maudite qui retenait les larmes d'Akeno se brisa également, et elle se mit à gémir, serrant fermement la taille de James. Alors qu'Akeno pleurait, James continuait de caresser la tête et les longs cheveux d'Akeno. « C'est bon, pleure », l'encouragea James. « Je suis sûr que tu en as besoin depuis longtemps. Laisse-moi pleurer, et quand j'aurai fini, tu seras prête à recommencer. » Une dizaine de minutes plus tard, Akeno s'endormit en pleurant dans les bras de James. Au moment où il s'apprêtait à la remettre au lit, la porte s'ouvrit. Ria accourut, tout excitée. James, les négociations étaient. Ria s'arrêta brusquement en voyant Akeno, la tête enfouie dans la poitrine de James. Et James la serrant si doucement. Soupir. En voyant l'expression et le langage corporel de Ria, James savait qu'un mal de tête allait arriver auquel il ne voulait pas faire face. Et je viens de résoudre le plus grand traumatisme potentiel pour Elpis, celui qui freinerait sa croissance, pensa James. Je ne demande même pas de paiement pour le service après-vente. La jalousie et la possessivité explosèrent, et Ria hurla. James, que fais-tu aux enfers? James sentit son mal de tête arriver alors qu'il essayait d'expliquer la situation, tandis que Ria n'entendait rien. Pendant ce temps, Akeno dormait profondément avec un sourire paisible sur son visage. Devant la porte ouverte, Venelana et Greffia observaient les enfants se disputer. Ayant entendu toute la conversation entre James et Akeno, elles étaient toutes deux satisfaites de la façon dont il avait géré le traumatisme de la fillette. Avec un doux sourire sur son beau visage, Venelana a dit « Ce garçon, James, est vraiment incroyable. » En effet. Greffia hocha la tête. Cependant, avec tout ce qu'il a fait pour Ria, il ne mérite vraiment pas ça. Venelana fronça les sourcils. C'est la faute de Zéoticus et Sirzek. Bien que Zéoticus se plaigne parfois de son humeur, aucun d'eux ne lui a jamais rien refusé, aussi ridicule soit-elle. Il va revenir et la mordre violemment au moment où elle s'y attendra le moins, dit Greffia avant de soupirer. Son expression changea et elle poursuivit. Quoi qu'il en soit, je vois bien des problèmes avec les femmes dans l'avenir de James. Venelana rit en réponse. Tu as probablement raison.
Venelana et Greffia riaient ensemble, se demandant ce que l'avenir réservait à ses enfants. Mais il faut que ça cesse, dit Venelana d'un ton sévère en entrant dans la pièce. Vous n'êtes pas fatigués tous les deux? Ou essayez-vous de réveiller Imejima-san? Terrifiés par la nouvelle voix, James et Ria arrêtèrent leur dispute et commencèrent à trembler instinctivement. Chapitre 12, Jin Yuki-onna. Après que Venelana ait mis fin au discours alimenté par la jalousie de Ria, Ria a finalement pu rapporter le résultat des négociations avec le clan Imejima. En conséquence, le clan Imejima cessa toute poursuite contre Akeno, à la condition qu'il reste constamment proche de l'héritier de la maison Gremory, aussi connu sous le nom de Ria. De plus, Akeno n'était pas autorisé à pénétrer sur le territoire de Imejima. Peu après son réveil, ils expliquèrent la situation à Akeno. Heureuse que sa vie ne soit plus constamment en danger, elle accepta de remercier Ria en rejoignant sa pairie. Ce n'est qu'après avoir tenté de rejoindre James, la pairie d'abord. La classe sociale de James étant trop basse pour obtenir sa propre pairie, Akeno finit par abandonner l'idée, pour le moment. 2 jours plus tard, Akeno commença la même formation que James, Ria et Sona. Sona décida également de poursuivre ses études, cette fois axée sur la gestion des terres. Ce n'est un secret pour personne que Sona est la prochaine à lui succéder à la tête de la maison de Citri. Ria, quant à elle, abandonna ses études et sa formation. Elle se consacra à ses passions et passa le plus de temps possible à tisser des liens avec Akeno. James cessa également ses cours universitaires, préférant se consacrer entièrement à sa formation. Son désir d'imiter Ria et Sona s'intensifiant plus que jamais suite à l'attitude récente de Ria, James partit parcourir le monde des humains avec Oron, le chevalier de son père. Oron faisait partie de l'une des unités d'élite de l'Église, chasseur de monstres, lorsqu'il était encore humain. Fervent et fidèle croyant aux enseignements de Dieu, il eut le malheur de découvrir une vérité qu'il n'aurait pas dû connaître. Et parce qu'il en savait trop, il fut qualifié d'hérétique et condamné à mort. Dans les jours précédant son exécution, Cassiel, chargé d'assassiner l'ange transmettant les ordres à l'unité d'Oron, réussit à s'infiltrer dans la prison et à parler à Oron. Résultat? Oron accepta de se réincarner en démon après son exécution, déclarant « J'ai consacré toute ma vie au service du Seigneur, et ainsi finira-t-elle ». Cassiel approuva la décision d'Oron, principalement parce que le faire évader aurait été plus compliqué qu'il n'en valait la peine. Il passa ensuite le temps restant avant l'exécution à examiner sa cible et le terrain environnant. Une fois l'exécution terminée, Cassiel vola le corps d'Oron avant qu'il ne soit incinéré et décapita négligemment l'ange ciblé en quittant la base. Il utilisa ensuite un pièce de chevalier pour le réincarner. 300 ans se sont écoulés depuis, et la force d'Oron a augmenté. En l'absence de classement officiel, Oron est officieusement considéré comme l'un des 10 chevaliers les plus puissants. Son habileté à l'épée, en particulier à l'odachi, est la raison pour laquelle il a été choisi pour voyager avec James. À ce stade, l'habileté au corps à corps de Cassiel ne suffit plus à rivaliser avec James. James et Oron commencèrent leur voyage au Canada. Leur objectif était de s'entraîner en terrain accidenté et de retrouver des animaux perdus pour le combat. Et bien qu'il n'en ait jamais parlé à personne, James fit ce voyage pour rencontrer des membres potentiels de la noblesse. S'il n'était pas jaloux que Ria ait réussi à attraper Akeno, il ne voulait tout simplement pas être laissé pour compte. Partant de Toronto, James et Oron zigzaguèrent vers l'ouest. En 3 mois de voyage, James s'est habitué à se battre dans le froid extrême et a accompli de nombreux travaux démoniaques, éliminant les démons errants et exaucant les souhaits des humains. Monde humain, frontière entre l'Alaska et le Canada. Dans une vallée près de la frontière entre l'Alaska et le Canada, une fillette, apparemment âgée de 9 ou 10 ans, aux cheveux violets clairs mi-longs, une frange plaquée sur le côté gauche du front, des iris bleu clair et des pupilles violet foncé. Une femme, vêtue d'un yukata blanc en tissu léger, fuyait un groupe d'humains, tous vêtus de vêtements blancs anti-froid, avec des croix inversées cousues sur chaque épaule et poitrine. Debout au sommet de la vallée, James et Oron observent la poursuite. « Seigneur Oron, savez-vous qui sont ces gens ?» demanda James tandis que les hommes vêtus de blanc commençaient à se rapprocher de la jeune femme en fuite. « Ceux en blanc sont soit de l'église, soit des exorcistes perdus, répondit calmement Oron. « Des exorcistes perdus ?» demanda James, perplexe. « Des exorcistes de l'église qui ont été excommuniés pour une raison ou une autre, a répondu Oron. « Et qui crois-tu être cette fille ?» demanda James, avant de poursuivre. « On dirait un yoké, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle est si loin du Japon. »« Tes sens sont plutôt bons, gamin, » dit Oron en riant. « Si je ne me trompe pas, c'est une Yuki-onna. »« Une Yuki-onna, hein ? Je n'en ai jamais vu une auparavant, » dit James en regardant la fille avec curiosité. Pendant la conversation, des humains portant des tenues anti-gel rattrapèrent et encerclèrent la Yuki-onna. Tandis que les humains intensifiaient leur siège, la Yuki-onna commença à résister farouchement. Ses cheveux poussèrent et la glace recouvrit ses mains, formant une paire de griffes de glace. « Oui, c'est vraiment une Yuki-onna, » dit Oron avec indifférence. « Merci pour vos incroyables pouvoirs de déduction, sœur Oron, » dit James sarcastiquement. Après avoir renversé plusieurs de ses agresseurs, Yuki-onna tenta de s'échapper. Cependant, avant qu'elle puisse aller plus loin, une silhouette apparut devant elle. Dès que la silhouette s'immobilisa, elle se révéla être une grande femme avec 3 paires d'ailes à plumes noires, des cheveux blonds et des yeux rouges. « Eh bien, maintenant, nous devons agir par principe, » dit Oron avant de poursuivre. « Avec la présence d'un ange déchu, nous savons maintenant qu'il s'agit d'exorcistes perdus.
D'accord, quel est le plan? Demanda James en posant sa main droite sur le poignet d'Oshiru Sakura. Vous entrez rapidement dans le groupe d'exorcistes perdus et les éliminer avec 100 bons Sakura, répondit Oron. Et pendant que je fais ça, tu affronteras le corbeau, n'est-ce pas? Demanda James, de plus en plus excité par la bataille à venir. Non, rétorqua Oron. Tu affronteras aussi le corbeau. Il est donc préférable d'éliminer rapidement les chiens errants. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda James, irrité. Regardez et appréciez le spectacle, répondit Oron avec indifférence. James regarda Oron avec irritation. Si tu prévois de sauver Yuki Onna, tu ferais aussi bien d'agir, mon garçon, dit Oron, inconscient du regard de James. Je te déteste vraiment, mec, dit James en disparaissant. Dispersez-vous, sans bons Sakura. Le mot déclencheur de James résonna lorsqu'il apparut parmi le groupe des exorcistes perdus. Peu après, Oshiru Sakura, dessiné par James, s'effondra et attaqua les exorcistes perdus. Selon le nombre de pétales qui brillaient à travers eux, ils ressemblaient à des cadavres mutilés ou à des tas de bouillie. Blurg. Voyant le niveau de sang, la Yuki Onna ne put le supporter. Elle vomit le contenu de son estomac à la vue des humains transformés en Sloppy Joe. Oh, d'où vient cette petite chauve-souris? Demanda l'ange déchu. Oh, tu sais, répondit James d'un ton léger. Interrompre les plans des anges déchus est une question de principe. En gros, tu es venu ici pour faire une mauvaise blague avant de te faire tuer, demanda l'ange déchu, visiblement pas amusé par la réponse de James. Ah, un petit corbeau mutant croit pouvoir me tuer, demanda James avec condescendance. Putain de gamin, je vais te mettre en pièces, dit l'ange déchu avec une colère croissante. Alors que l'ange déchu commençait à créer une lance de lumière, James reconstitua son Oshiru Sakura avec des pétales de fleurs de cerisier flottant sur le champ de bataille. Dès qu'il eut terminé son katana, James disparut d'un pas rapide. Au même moment, l'ange déchu lança la lance de lumière vers l'endroit où James se trouvait auparavant. Dès que la lance toucha le sol, James apparut derrière l'ange déchu, son bras droit et ses 3 ailes volant dans les airs. Comment? Demanda l'ange déchu, terrifié. Quoi? Je t'ai coupé le bras droit et les ailes. Comment? D'un coup d'épée, répondit James nonchalamment en adoptant une posture d'Iedo. Et maintenant, il est temps d'en finir. Disparaissant une fois de plus, James réapparut derrière l'ange déchu, la tête levée, un jet de sang jaillissant de son cou. D'un geste, James retira le sang de l'épée et rengaina Oshiru Sakura d'un seul geste. Il se retourna alors et vit Oron debout à côté de Yuki Onna, encore sous le choc. Essayant de ne pas rire devant l'expression choquée et aux yeux écarquillés de Yuki Onna, James prit une profonde inspiration et commença à parler. « Salut, ça va ?» demanda James. Ces blessures n'ont pas l'air si graves, mais on ne peut jamais en être sûr. Ouais, enfin, ouais, je vais bien, répondit la Yuki Onna. Très bien, dit James en se tapotant la poitrine de soulagement. Eh bien, laissez-moi me présenter. Je suis James à la Alavru. Et ce vieux grincheux qui pense qu'il est acceptable de porter des lunettes de soleil la nuit, c'est Oron. Ignorant la pique de James, Oron répondit simplement, avec plaisir. Se détendant un peu après la salutation polie, la Yuki Onna s'est également présentée. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Shireyuki Mizore. Elle baissa la tête en se présentant, puis poursuivit. Merci de m'avoir sauvé. Je ne veux pas être indiscret, mais pourquoi cet ange déchu et ses chiens errants te poursuivaient-ils? Demanda James avec inquiétude. Serrant les dents, Mizore répondit avec haine. Je me suis enfui. Ils m'ont utilisé, et tous les autres, de mon village, comme cobayes, expérimentaux. Ces satanés corbeaux, hurla James, perdant le contrôle de son énergie et s'appuyant involontairement sur son entourage. Mizore sentit un poids sur sa poitrine à cause de la pression exercée par James, la coupant le souffle. Remarquant l'état de Mizore, Oron réprimanda sévèrement James. Arrête, mon garçon. Tu essaies de tuer la fille toi-même. En entendant l'exclamation d'Oron, James sortit de sa colère soudaine. Lorsqu'il regarda Mizore, elle respirait bruyamment et son visage était pâle. Je suis désolé. James baissa la tête en s'excusant. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'avais jamais vécu ça auparavant, mais rien que d'entendre parler de quelqu'un qui se sert d'autres personnes comme cobaye. Je suis vraiment désolé. C'est bon? Je vais bien, répondit Mizore. Eh bien? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda James avant de poursuivre. Tu as un endroit où aller? En réponse, Mizore secoua simplement la tête. Je voulais te dire que je pouvais te loger, commença James. Secouant la tête, il poursuivit, mais tu n'as aucune raison de me faire autant confiance. En fait, Mizore voulait lui demander si elle pouvait le suivre, mais pas seulement parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle sentait sa puissance, voyait ses prouesses au combat et se disait, peut-être qu'il pourra se venger de moi. Avec cette pensée fermement ancrée dans sa tête, Mizore répondit, cela ne me dérangerait pas. Quoi, demanda James, confus. Pourquoi accepterais-tu de suivre 2 personnes que tu n'as jamais rencontrées? Surtout quand quelqu'un ressemble à un de ces types bizarres? Frappé. Boum. Avant que James puisse terminer sa pensée, Oron apparut à côté de lui et le frappa si fort que son visage resta planté dans le sol sous les 7 pouces de neige qui le recouvraient. Et gamin, j'ai l'impression que tu pensais quelque chose de grossier à mon sujet, dit Oron d'un ton mécontent.
Ne me sers pas une de ces répliques d'intuition féminine qu'on voit dans toutes sortes de comédies romantiques, bon sang, hurla James en émergeant de la neige. Voyant l'état actuel de James pour la première fois depuis la destruction de son village, Mysore sourit. De plus, comme Oron avait interrompu le fil de ses pensées, James commença à réfléchir calmement. Elle a probablement accepté de nous accompagner parce qu'elle veut que je me venge d'elle, pensa James en regardant Mysore. Eh bien, si je veux qu'elle soit un membre utile de ma noblesse, ce n'est pas acceptable. Tu veux vraiment venir avec moi, demanda James à la jeune Yuki Onna. Mysore hocha la tête. Et je crois que tu veux que je me venge de toi, n'est-ce pas? James posa une autre question. Surprise que James ait pu deviner ses motivations, Mysore écarquilla les yeux et secoua la tête. Puis elle s'arrêta et se mit à réfléchir. Si tu pouvais comprendre mes motivations aussi facilement, tu saurais probablement aussi si je mens. Je devrais être honnête. Finalement, Mysore hocha la tête et répondit à la question de James. Ouais. Hochant la tête en signe d'approbation, James recommença à parler. Eh bien, je n'ai pas l'intention de me venger de toi, dit James d'un ton sérieux. En entendant cela, Mysore baissa la tête, déçu. Mais... Sur ce, Mysore releva rapidement la tête. Si vous me suivez et rejoignez ma pairie, je vous promets de vous rendre assez fort pour vous venger, dit-il avec conviction. James a ensuite expliqué le système Evil Peace et ce qu'est un titre noble pour Mysore. Prenant quelques minutes pour digérer la nouvelle information et ses conséquences possibles, Mysore hocha finalement la tête et dit. Je suis d'accord. James hocha de nouveau la tête en signe d'approbation. Mais intérieurement, il sautait de joie, les mains levées. Bien sûr que oui, j'ai un Yuki Onna. Chapitre 13, on ne peut pas y échapper. Après que Mysore eut accepté de rejoindre la pairie de Jacques, ce dernier décida que le moment était venu de retourner dans le monde souterrain. Bien qu'il n'ait pas exploré tout le Canada, il l'a parcouru. Une fois cette décision prise, le trio, James, Mysore et Oron, se dirigea vers la ville la plus proche afin de pouvoir offrir à Mysore un bon repas avant qu'Oron ne les téléporte aux enfers. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Assise dans le salon du domaine, cette personne était divisée en deux groupes. Le premier groupe était composé de 3 femmes qui bavardaient et discutaient des nouvelles intéressantes circulant dans le monde souterrain. Le second groupe était composé de 4 filles. 2 d'entre elles étaient assises devant un bol d'eau et pratiquaient leur exercice de contrôle de l'énergie. Les 2 autres, assises à l'écart, jouaient aux échecs, tout en prodiguant occasionnellement des conseils aux 2 premières. Comprenant qu'elle était sur le point de perdre la partie d'échecs, l'une des filles, une belle jeune femme à la silhouette voluptueuse pour son âge, avec de longs cheveux roux lui descendant jusqu'aux cuisses, une frange lui couvrant le front et une frange latérale lui descendant jusqu'aux clavicules. Encadrant son visage, une mèche de cheveux dressée sur sa tête et ses yeux bleus, Ria Grémory tourna son attention vers le trio de femmes bavardes et demanda. Tante Léona, dans combien de temps James reviendra-t-il? Échec et Matt, son adversaire, une jolie fille à lunettes, à la silhouette élancée, aux cheveux noirs mi-longs coupés au carré et aux yeux violets, s'exclama Sona Citri en ajustant ses lunettes. Son attention était également détournée de la partie terminée, car elle était intéressée par la réponse à la question de Ria. En entendant la déclaration de Sona sur la fin du jeu, Ria tressaillit. Cependant, son attention ne quitta jamais la grande femme à la peau châtain clair, aux yeux marrons et aux longs cheveux attachés en queue de cheval qui lui arrivaient aux hanches. Une mèche de cheveux retombait sur le côté gauche de son visage et lui arrivait au menton. Léona Alavru, la mère de James, venait de demander. À la question de Ria, Léona répondit en riant, « Non, on dirait que James manque à la petite Riri. » Elle reporta ensuite son attention sur Sona. Voyant avec quelle attention elle écoutait la conversation, Léona poursuivit, « On dirait que mon bébé manque aussi à Sona. » Même si elle essaie de le cacher. À la provocation de Léona, les filles commencèrent à rougir. Ria s'agita, tandis que Sona baissait la tête pour cacher son visage rouge. Voyant les réactions de leurs filles, les 2 autres femmes, Venelana Grémory, une belle jeune femme aux yeux violets, extrêmement voluptueuse, avec des cheveux blonds mi-longs et une frange qui lui couvrait le front et les sourcils, et une frange latérale qui lui tombait sur la clavicule et encadrait son visage qui ressemblait presque à celui de sa fille Ria, et Ria Citri, une belle jeune femme aux yeux violets, à la peau claire et aux cheveux noirs attachés en chignon, ne purent s'empêcher de rire. Ah, être jeune, plaisanta Venelana avec nostalgie. L'amour des chiots est si mignon, dit Ria avec un doux sourire. Alors que leur mère se joignait aux taquineries, les rougeurs de Ria et Sona s'intensifièrent. En voyant la réaction de Sona, l'une des filles qui se consacrait à l'entraînement au contrôle de l'énergie, une belle fille à lunettes et bien dotée pour son âge, avec de longs cheveux noirs et raides attachés en queue de cheval qui lui arrivaient aux genoux, une frange séparée et des yeux hétérochromatiques, un œil gauche violet et un œil droit marron clair, je n'ai pu m'empêcher de penser à ce James dont j'avais tant entendu parler. Jusqu'à ce qu'elle soit tirée de ses pensées. La dernière des 4 filles, Imujima Akeno, une belle jeune fille à la peau claire et aux yeux violets, aux formes généreuses pour son âge, portait de longs cheveux noirs attachés en queue de cheval jusqu'aux cuisses, ornés d'un ruban jaune. Une frange lui couvrait le front, les sourcils et l'arête du nez, ainsi qu'une frange sur le côté encadrant son visage. Elle exerçait également son contrôle. Cependant, elle perdit rapidement le contrôle à la mention de James. Cette perte de contrôle fit éclabousser l'eau de son bol dans tous les sens, la trempant ainsi que la jeune fille qui s'entraînait à côté d'elle. La perte de contrôle d'Akeno a déclenché une sorte de réaction en chaîne.
Poussant un cri de surprise lorsqu'elle fut soudainement frappée, la jeune fille à lunettes perdit également le contrôle. L'eau de son bol gicla dans tous les sens, la laissant, elle et Akeno, assommés et trempés. En voyant le désordre que les deux filles formatrices ont fait, tout le monde a commencé à rire aux éclats, car elles se souvenaient toutes du jour où elles avaient appris cette méthode d'entraînement de James. En entendant les rires de tout le monde, la fille à lunettes est devenue rouge d'embarras et a commencé à gronder Akeno. Akeno-san, tu dois être plus prudente. Ton erreur m'a aussi mise dans un sale état. Et maintenant, regarde ce désordre qu'il faut réparer à cause de ton erreur. Bien qu'elle ressente un certain plaisir dans la misère de la jeune fille à lunettes, Akeno savait que ce n'était pas le moment de s'y adonner. Je suis désolé, Tsubaki-san, s'excusa Akeno. Shinra Tsubaki, comme Akeno, était membre de l'un des 5 principaux clans du Japon, grâce à sa capacité à invoquer des esprits anormaux grâce à des miroirs. À cause de ses pouvoirs, Tsubaki était isolé du reste du clan Shinra. Sa rencontre avec Sona lui permit de sortir de cet isolement. Alors que Sona et son père, Dante Citri, étaient en visite d'affaires au clan Shinra, Sona rencontra Tsubaki et se prit d'affection pour elle. C'est pourquoi Dante proposa de se débarrasser de Tsubaki, et ce dernier accepta de rejoindre la noblesse de Sona à sa majorité. Akeno poursuivit, mais je suis aussi curieux de savoir quand James. Avant qu'Akeno ait pu terminer, un cercle magique apparut sur le sol, dans un coin de la pièce. 3 personnes apparurent alors, un beau garçon à la peau caramel, aux yeux marrons aux iris bordés d'un rose crépusculaire, et aux cheveux noirs tressés en queue de cheval qui lui arrivaient aux épaules, James à la vrue, une belle jeune fille aux yeux bleus clairs et aux cheveux foncés. Ses pupilles violettes et ses cheveux violets clairs lui tombant sur les épaules étaient révélés, et une frange balayée vers la gauche couvrait son sourcil gauche, Shirayuki Mizore, et un homme d'âge moyen portant des lunettes de soleil, au rond. James regarda autour de lui et observa la situation. Sa mère et ses 2 tantes riaient ensemble. Ria et Sona, assises de chaque côté d'un échiquier, riaient aussi. Akeno et une inconnue, tous 2 trempés, assis devant 2 bols vides, la tête baissée et le visage rouge. Sans parler de l'eau qui se répandait partout dans ce coin de la pièce. Avec toutes ces informations rassemblées, James savait exactement quoi dire. Où est l'égalité des sexes, s'écria James avec indignation. Avec une expression de fausse fureur, il poursuivit. Si les filles font un tel gâchis, vous vous moquez toutes. Mais quand j'ai fait ça par le passé, on m'a engueulé et obligé de tout nettoyer immédiatement. Ce monde est vraiment injuste. La salle devint silencieuse à la déclaration exagérée de James. La confusion était évidente sur les visages d'Akeno, Tsubaki et Mizore. L'expression d'Oron montrait qu'ils s'en fichaient complètement. Venelana, Ria et Sona tentèrent de réprimer un autre rire. Léona, cependant, n'était pas amusée. En vérité, James ne s'entraînait presque jamais à la maîtrise de l'énergie à la maison. La plupart, sinon la totalité, de ces entraînements avaient lieu sur le terrain. Tout désordre causé par l'entraînement à la maîtrise de l'énergie était uniquement la faute de sa mère. Et, gênée, Léona hurla sur James, le menaçant de punition s'il mettait le bazar dans la maison. Remarquant que le sourcil droit de sa mère commençait à trembler, James décida d'abandonner le mélodrame. « Et maman, je suis de retour », dit James avec un grand sourire, comme s'il ne se moquait pas seulement de sa mère. Léona poussa un soupir exaspéré. Puis elle se leva du canapé et se dirigea vers le trio. Dès qu'il s'approcha, il salua Oron et dit « Cassiel est à l'étage dans son bureau. Il vous a demandé de le voir à votre retour. » Oron hocha simplement la tête en signe d'acquiescement, puis s'inclina avant de monter les escaliers. Dès qu'Oron est parti, Léona a souri et a serré James dans ses bras. « Tu m'as manqué, bébé », dit Léona en serrant James fort dans ses bras. James la serra dans ses bras et répondit « Tu m'as manqué aussi, maman. » Derrière James, Mizore ne savait pas trop quoi faire. Dois-je prendre la parole et me présenter? Ou dois-je attendre que James s'en me présente? James s'en, dépêche-toi. Je ne sais pas quoi faire. Ria fut la première à remarquer la jolie petite fille derrière James. Ara, dit-il en cachant son sourire derrière sa main gauche. Bien que tout le monde ait accepté d'abandonner les modèles de verbes japonais après que Ria ait cessé de les imposer à tout le monde, Ria a décidé de garder Ara, parce qu'elle trouvait cela drôle, pour des raisons qu'elle seule connaissait. Ria continua, sans quitter Mizore de son attention une fois qu'elle l'avait aperçu. James, je suis contente de te revoir sain et sauf. Mais vas-tu nous présenter ta petite amie? Merde, hurla James intérieurement. Je n'ai pas oublié Mizore, mais je voulais la présenter à ma façon. Et comme James s'y attendait, il pouvait sentir plus d'une aura sombre s'élever dans la pièce. Comme je le pensais, 3 agaçants. Quoi? Pourquoi sont-ils 3? Pensa James en regardant autour de lui avec frénésie. En regardant autour de la pièce, James remarqua Ria et Sona qui le regardaient avec colère dans les yeux. Je m'attendais à ce que ces 2-là soient en colère, mais d'où vient l'autre? Se demanda James en cherchant la dernière source de cette aura négative. Cette dernière ne ressemble pas à de la colère. Elle paraît plus sadique. Complétant cette pensée, James et Akeno établirent un contact visuel. Tu es sérieux? C'est une sadique, s'exclama intérieurement James. Réalisant que ce n'était pas le moment d'analyser la situation, James commença finalement à expliquer. Attends. Je ne sais pas pourquoi tout le monde semble si en colère. Dit James alors qu'il s'apprêtait à commencer son explication.
Alors qu'il commençait, James sentit l'étreinte de sa mère se resserrer. En regardant son expression, il la vit sourire. Puis Léona baissa la tête vers son oreille et murmura « Tu ne peux pas continuer à fuir. Tu dois leur dire la vérité. » Sachant que sa mère avait raison, James baissa la tête un instant pour rassembler ses pensées. Soupir, bon, je comprends pourquoi tout le monde est si contrarié, dit James, corrigeant sa précédente remarque. Mais on peut en parler plus tard? Tu peux au moins attendre que j'ai fini les présentations? Bien que les filles étaient mécontentes et le devinrent encore plus lorsque Mysore se cacha derrière James lorsque ses yeux tombèrent sur elle, elles permirent à James de faire les présentations. Soupirant une fois de plus, James présenta Mysore. Les gars, voici Shirayuki Mysore, une Yuki-onna. James présenta Mysore avec un sourire. Puis il poursuivit, cette femme incroyablement belle qui me serre dans ses bras est Léona à la vrue. En entendant James la présenter, Léona sourit largement. James désigna alors Venelana, celle qui a les cheveux blonds et les charmants yeux violets étant Venelana Gremory. Venelana sourit également, visiblement heureuse du compliment de James. James s'adressa ensuite à Rhea. Et à côté d'elle, la belle femme aux cheveux doux et soyeux, s'étend Rhea Citri. Rhea semblait également apprécier ses flatteries. Soupirant intérieurement, James pensa, maintenant, on est passé du mode normal au mode infernal, hein? Reportant son attention sur l'échiquier, James commença finalement à présenter les filles. Ensuite, la fille à lunettes est une de mes amies d'enfance. Mais on est encore des enfants. James marqua une pause, visiblement distrait. Remarquant James entrant dans son propre monde, tout le monde, sauf Mysore et Tsubaki, soupira en pensant, au moins, les 3 mois d'absence ne l'ont pas beaucoup changé. James fut sorti de ses pensées lorsque Léona lui tapota le dos et l'encouragea à continuer. Oups, j'ai recommencé, hein, dit James d'un air penaud, avant de secouer la tête et de poursuivre. Au fait, où en étais-je? Ah oui. La fille à lunettes, c'est Sona Citri. La fille de Tante Rhea. Bien que les compliments de James la réjouissent, Sona fait de son mieux pour ne pas le montrer. Elle continue de le fixer, réprimant un sourire. Continuant, James a commencé à présenter Rhea. Cette belle rousse aux beaux yeux bleus est Rhea Gremory, la fille de Tante Venlana. Rhea ne chercha pas à dissimuler son sourire aux compliments de James, mais son regard vers Mysore s'intensifia. Mysore se rapprocha alors de James, ce qui poussa Rhea à le fusiller du regard encore plus fort, ce qui poussa Mysore à saisir le bas de la chemise de James, effrayé. Et la spirale infernale continua. Soupirant d'exaspération, James pensa, je veux juste que ça se termine. Pour mettre fin rapidement à cette farce, James passa devant les 2 filles trempées. Réprimant un rire, James désigna ensuite Akeno. Cette beauté aux cheveux noirs et aux yeux violets est Imjima Akeno. Elle sera bientôt membre de la noblesse de Rhea. Aux éloges de James, le sourire d'Akeno passa d'un sourire sadique qui promettait de la douleur à un doux sourire qui pourrait donner du fil à retordre à Honey. Sans même réfléchir, James s'avança pour présenter la dernière personne présente. Et enfin, cette beauté à lunettes aux cheveux longs et soyeux est. James s'arrêta pour réfléchir, puis jeta un bon coup d'œil à Tsubaki et réalisa finalement. Maintenant que j'y pense, je ne pense pas que nous ayons été présentés. Un silence gêné s'abattit sur la pièce. Au bout d'un moment, tout le monde, sauf James et Tsubaki, éclata de rire. Une fois les rires calmés, Sona a finalement présenté Tsubaki comme un futur membre de sa pairie. Enchanté, Shinra-san, dit poliment James. Tsubaki hocha simplement la tête et répondit, enchanté de vous rencontrer aussi. Elle avait du mal à déchiffrer la personnalité de James. Une fois les présentations terminées, Rhea pointa son doigt vers Mysore et interrogea durement James. D'où vient-elle? Et pourquoi l'as-tu amenée ici? Demanda Rhea d'un ton qui exigeait des réponses. Il y avait une pointe de malice dans sa voix. James fronça les sourcils, lassé du syndrome de princesse de Rhea. Venelana, remarquant le mécontentement croissant de James envers l'attitude de Rhea, a essayé de changer l'orientation de James. James, je suis curieux aussi, comment l'as-tu rencontré? Prenant une profonde inspiration pour contenir son agacement, James sourit à nouveau et répondit à la question de Venelana. Eh bien, alors que Sœur Oron et moi voyagions près de la frontière entre l'Alaska et le Canada, commença James, je l'ai sauvée d'un ange déchu à 6 ailes et d'un groupe d'exorcistes errants qui tentaient de la capturer. En guise de remerciement et de vengeance. Oh, je n'entrerai pas dans les détails, c'est à Mysore de décider si elle parlera ou non. Bref, comme je le disais, Mysore a promis de rejoindre ma noblesse afin d'obtenir la vengeance qu'elle désire tant. Attendez. Après son exclamation, tout le monde tourna son attention vers Venelana, qui ne semblait pas sûre de savoir comment traiter cette information. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Demanda Rhea, confuse, ne comprenant pas pourquoi sa mère semblait si nerveuse. Venelana prit une profonde inspiration et demanda à James, est-ce toi ou Oron qui a combattu l'ange déchu? C'était moi, répondit James, incertain du problème. J'étais le seul à me battre. Ce vieil homme ne faisait que regarder. En entendant la réponse de James, même Rhea parut surprise. Au départ, elle pensait qu'Oron avait combattu l'ange déchu. Mais l'accord avec Mysore mit fin à la bataille. MHM. C'est fait. Ça a l'air facile.
Quoi qu'il en soit, dit James, essayant de changer de sujet pour parler de ce qu'il considérait comme important, maintenant nous avons tous notre premier membre de nos futurs nobles, c'est ce qui est vraiment important. Chapitre 14, que faire de James? Après que Myzor eut rencontré les amis et la famille de James, Venelana et Rhea décidèrent qu'il était temps de rentrer. Inutile de préciser que Rhea, Sona et Akeno n'étaient pas encore prêtes à partir. Voyant la sévérité dans les yeux de Venelana et Rhea, James fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il promit de ne pas partir poursuivre son entraînement avant d'avoir parlé aux 3 filles. Bien qu'elles ne se satisfassent pas d'attendre, ces dernières acceptèrent, car il semblait y avoir un sujet important à aborder. Effectivement, le lendemain, Theoticus, Venelana, Sirzek, Greffia, Dante, Rhea, Serafal et Cassiel se sont réunis pour discuter. Le lendemain, après-midi. Enfer, territoire de Grémory, domaine de Grémory. Dans une petite salle de conférence du manoir Grémory, Theoticus et Venelana étaient assis. En attendant les autres participants, Theoticus dut se demander, qu'est-ce qui pourrait être si important, si cela requiert 2 des 4 grands satans, 2 des 72 chefs des maisons piliers et 4 diables au pouvoir suprême ou supérieur? Theoticus, mon chéri, tu es très impatient, dit Venelana en riant. Je te le promets. Rhea, Cassiel et moi t'expliquerons tout dès que tout le monde sera arrivé. Theoticus ne put que ricaner, une manière de montrer son mécontentement d'avoir à attendre. Puis il dit, j'espère que ça en vaut la peine. Venelana rit du comportement enfantin de son mari. Cependant, au bout d'un moment, un froncement de sourcils apparut sur son visage. Voyant cela, Theoticus demanda, qu'est-ce qui ne va pas, Lana? Soupir, as-tu entendu parler de la façon dont Rhea traite James ces derniers temps? Demanda Venelana avec un profond soupir. À la question de Venelana, Theoticus fronça également les sourcils. D'après Heinrich, elle lui parle comme s'il était l'un de ses subordonnés. Non, comme s'il était l'un de ses biens, répondit Theoticus, se souvenant du rapport que son évêque avait fait lorsque Rhea avait recruté Akeno. James commence à réagir négativement, répondit doucement Venelana. Théotique fronça les sourcils. Pendant que James suivait sa formation, il a trouvé sa première péri potentielle et l'a ramené chez lui. Venelana commença à expliquer le déroulement des événements, dès que James eut terminé les présentations, l'écume aux lèvres, Rhea l'interrogea sur un ton des plus exigeants que j'ai jamais entendu. Remarquant la confusion dans l'expression de Theoticus, Venelana demanda, tu ne vois aucun problème avec ça, n'est-ce pas? Avant de répondre, répondit Theoticus, avant de poser sa propre question. Qu'a demandé Rhea? Sur un ton qui imposait une réponse, il a demandé, et je cite, d'où vient-elle? Et pourquoi l'avez-vous amenée ici? Fin de citation. Venelana réalisa que Theoticus n'avait toujours pas compris le problème. Soupir, Theoticus, laisse-moi te poser une question, dit Venelana, essayant d'aider son mari à comprendre. Tout d'abord, c'est arrivé chez James. Pourquoi doit-il expliquer à Rhea pourquoi il a amené quelqu'un là-bas? Theoticus montra enfin une lueur de compréhension. Venelana, cependant, n'en avait pas fini. Deuxièmement, James doit-il une explication à Rhea? Demanda Venelana d'un ton rhétorique, avant de poursuivre. Le problème, c'est qu'il ne fait pas ça. Mais il aurait de toute façon répondu à ces questions, car il nous traite comme sa famille et ses amis. Theoticus commençait à mieux comprendre la situation, comme l'expliquait Venelana. Mais qu'est-ce qui m'a vraiment fait commencer à prendre ça au sérieux? Venelana s'est arrêtée. Qu'est-ce que c'est? Demanda Theotic. À part quand tu es concentré, as-tu déjà vu James perdre complètement le sourire en parlant à d'autres personnes? Demanda Venelana en posant sa paume droite sur son front. En réponse, Theoticus secoua la tête. Quand Rhea l'interrogea sur ce ton exigeant, son expression passa instantanément d'un sourire éclatant à un profond froncement de sourcils, expliqua Venelana. Rien que d'y penser, elle était exaspérée. Theoticus resta assis en silence. Sans parler d'eux, commença Venelana, énumérant tout ce que James avait fait pour Rhea. James est la raison pour laquelle Rhea contrôle si précisément son énergie démoniaque et son pouvoir de destruction. Il a sauvé la vie d'Akeno à la demande de Rhea, et au lieu de le remercier, elle lui a hurlé des ordres comme s'il était l'un de ses subordonnés. Alors, au lieu de s'énerver, il a pris le contrôle de la santé mentale d'Akeno, et une fois de plus, au lieu de le remercier, elle a laissé sa jalousie prendre le dessus et s'est mise à le harceler. Je sais pour ce dernier cas. Theoticus se mit à transpirer à froid. Comment les choses ont-elles pu empirer à ce point? Demanda Theoticus, le ton empreint d'inquiétude. En entendant la question de son mari, Venelana resta sans expression. S'il te plaît, ô Theoticus, dis-moi que tu fais l'idiot, demanda Venelana, espérant que c'était vrai. La production de sueur froide de Theoticus a augmenté de façon exponentielle lorsqu'il a entendu la question de Venelana. Venelana finit par exploser. Tout est de ta faute. Toi et Sirzek avez transformé notre fille en ça. Mais tout ce que nous avons fait, c'est essayer de lui donner une bonne vie, a déclaré Theoticus pour se défendre et défendre Sirzek. Une belle vie, hein, dit Venelana d'une voix basse et menaçante. Puis elle explosa à nouveau. Pour l'amour de Satan, elle est l'héritière de l'une des 72 maisons des piliers, à quel point sa vie pourrait-elle être horrible? Réalisant que Venelana ne s'attendait pas à une réponse, Theoticus décida sagement de garder la bouche fermée. D'ailleurs, tu te défends, mais sais-tu ce que tu as fait pour y contribuer? Demanda Venelana en essayant de réguler sa respiration irrégulière.
Zéoticus baissa la tête, n'osant pas croiser le regard de sa femme. Hormis le choix de son étiquette, tu ne l'as jamais réprimandée, punie ou refusée, aussi ridicule soit-elle, grogna Venulana, pointant son doigt entre les sourcils de Zéoticus. Et ne me parle pas de Sirzek. En plus de tout ce que je viens de mentionner, il ne dit rien lorsqu'elle manque d'étiquette, et la récompense même de manière disproportionnée. Toc, toc, toc. S'il n'y avait pas eu ce coup à la porte, Venulana aurait sans aucun doute continué, exprimant toute son insatisfaction envers l'éducation de Ria. Maître, maîtresse, Lord Lucifer et Lady Greffia sont arrivés, a déclaré un membre de l'équipe de serviteurs de l'autre côté de la porte fermée. Venulana prit un moment pour se calmer, regarda Zéoticus et dit, « Toi, Sirzek, et moi devons avoir une longue conversation après la fin de cette réunion. » Zéoticus ferma les yeux devant l'intensité de son regard. Une fois que Venulana a contrôlé ses émotions, Venulana a répondu aux membres de l'équipe de serviteurs, permettant à Sirzek et Greffia d'entrer. En entrant dans la pièce, Sirzek, un grand jeune homme aux cheveux roux mi-longs, aux yeux bleus et aux traits d'une beauté diabolique, et Greffia, une belle jeune femme aux yeux rouges, aux longs cheveux argentés flottants, ramenés en arrière, avec une frange sur le front et une autre sur le côté, terminée par des tresses ornées de petits rubans bleus descendant jusqu'à la poitrine, remarquèrent l'atmosphère tendue. De plus, Sirzek était déconcerté par le regard compatissant que lui lançait son père. Peu de temps après l'arrivée de Sirzek et Greffia, le reste des participants a commencé à arriver. Serafal, une petite et belle fille aux yeux bleus, aux cheveux noirs attachés en queue de cheval et au corps mince avec des seins disproportionnés, est apparue en dernier, tout comme d'autres tâches à accomplir ce matin-là. Alors que tout le monde était assis et sans blague, Venulana s'est levée et s'est adressée au groupe. « Je suis sûre que vous ne savez pas tous pourquoi Rhea et moi avons convoqué tout le monde ici, » dit Venulana, marquant une pause avant de poursuivre. « Nous avons convoqué cette réunion suite à ce que James nous a dit à son retour d'entraînement après 3 mois d'absence. » Tout le monde s'est un peu réjoui avec l'explication de Venulana. « Qu'est-ce que Gekun a fait d'extraordinaire cette fois-ci » demanda Serafal, pleine d'une énergie positive omniprésente. « Eh bien, puisque Rhea et moi n'avons eu que la version abrégée des événements de James alors qu'il expliquait autre chose, pourquoi n'aurions-nous pas l'histoire complète de Cassiel ?» Passant le relais à Cassiel, Venulana se rassit. Se levant de son siège, Cassiel établit brièvement un contact visuel avec toutes les personnes présentes, puis commença. « Eh bien, comme vous le savez tous, James a quitté la maison pendant 3 mois avec mon chevalier Oron. Ils ont passé ce temps à voyager à travers le Canada, dans le monde des humains. Finalement, Cassiel a ensuite raconté en détail la bataille entre les exorcistes perdus et l'ange déchu à Cizel. Il a également raconté comment il avait sauvé une Yuki-onna et l'avait ajouté comme membre potentiel de sa pairie. Lorsque Cassiel eut terminé son rapport, le silence retomba dans la salle. Personne n'était préparé à entendre qu'un garçon de 11 ans pouvait facilement se débarrasser à lui seul d'un ange déchu à Cizel et de sa bande d'exorcistes perdus. Comme toujours, c'est Serafal qui a brisé le silence. « Je savais que Gekun ferait des choses incroyables », s'exclama Serafal avec joie en applaudissant bruyamment. Dante et Rhea ne pouvaient que sourire ironiquement devant l'enthousiasme de leur fille aînée. « Bien que je sois d'accord avec Serafal, je suppose que ce n'est pas l'essentiel, n'est-ce pas ?» demanda Sirzek. « C'est vrai », répondit Rhea, puis elle continua et demanda à Cassiel, « Oron a dû évaluer minutieusement les prouesses de James au combat, n'est-ce pas ?» « C'est exact », répondit Cassiel en secouant la tête. Oron a évalué les capacités de combat de James comme étant au sommet de la fourchette moyenne à élever. Tout le monde dans la pièce prit une profonde inspiration. Cette fois, le premier à prendre la parole fut Sirzek. « Nous devons nous assurer qu'il n'est pas exposé aux anges ou aux anges déchus. » Secouant la tête devant la naïveté de son fils, Venulana l'interrompit. « Il y a un groupe de personnes auxquelles nous devrions prêter encore plus d'attention que les anges et les anges déchus, » a déclaré Venulana d'un ton lourd. Sans attendre que Venulana ait fini, Serafal termina sa pensée. « Tu parles de la faction du Grand Roi, n'est-ce pas ?»« Exactement, » dit Venulana en hochant la tête. « Et comment proposes-tu de te garder hors de leur radar ?» demanda calmement Greffia. Avec cette question, la pièce redevint silencieuse. Certains ont eu l'idée de cacher James, mais cette idée a été abandonnée, car elle aurait gravement entravé sa croissance. Comme personne n'a proposé d'idée prometteuse, Cassiel a finalement pris la parole. « Bon, pas besoin de se précipiter pour trouver une solution, » dit Cassiel, attirant l'attention de tous. « James ne reviendra pas avant au moins 1 mois. Comme ça, on pourra réfléchir et prendre la meilleure décision possible. » N'ayant pas de meilleure option pour le moment, tout le monde a accepté la suggestion de Cassiel. « Eh bien, je suppose que c'est tout pour le moment, » a déclaré Zéotique. « Essayons de nous rencontrer encore quelques fois le mois prochain, » a suggéré Sirzek. À la suggestion de Sirzek, tout le monde acquiesça. N'ayant plus rien à dire, ils se levèrent et se préparèrent à partir. Alors que Sirzek se dirigeait vers la porte, Cassiel l'arrêta. « Qu'est-ce qui ne va pas, Cassiel ?» demanda Sirzek, la curiosité perçante dans son ton. Cassiel répondit sévèrement. « Léona est très triste en ce moment. Je pense que tu devrais rester et parler à ta mère. Elle te racontera tout. » En entendant ce que Cassiel avait à dire, Sirzek se tourna pour regarder dans la direction de Venulana, ce qu'il vit lui donna envie de s'enfuir. « Merde, maman est énervée. Et à en juger par son expression, j'en suis au moins en partie responsable. » Lorsqu'il tourna la tête, Cassiel était déjà parti.
Sirzek se souvint alors du regard compatissant que son père lui avait lancé en entrant dans la pièce. Ouf, aujourd'hui va être une longue journée. Chapitre 15, j'en ai assez. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Une autre journée s'écoula. Sur le terrain d'entraînement, James était plongé dans ses pensées. Les yeux fermés, 3 doigts de chaque main en contact avec le sol, il maintenait son corps droit. Alors qu'il effectuait une série de 1000 pompes inversées, il réalisa soudain. Ça me tracasse depuis un moment, pensa James. Shireyuki Mizore, une Yuki-onna, cheveux violets clairs. C'est un nom et une description familiers. Mais d'où vient-elle? Après avoir réalisé 750 pompes, James avait l'impression d'avoir déjà vu Mizore. Pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas, pensa James, commençant à être frustré. Poursuivant sa performance, James cherchait constamment dans ses souvenirs. Une fois la représentation terminée, il se souvint enfin où il avait vu Mizore. Rosario plus vampire, s'exclama intérieurement James. Shireyuki Mizore était l'un des personnages féminins principaux de ce manga. Et elle est tombée amoureuse de Aono Tsukun. Un de ses personnages principaux de harem sans personnalité. James s'élança ensuite du sol et fit un salto, atterrissant en toute sécurité après avoir réalisé sa 1000e pompe. Il poursuivit ensuite ses réflexions. C'était agréable d'avoir enfin résolu ce mystère, mais là n'est pas vraiment le but de cette découverte, pensa-t-il en portant sa main droite à son menton et en appuyant son coude sur sa main gauche, poursuivant son analyse. Bien que je n'en sois pas totalement sûr, je crois que ce monde était aussi une œuvre de fiction issue de mes souvenirs de vies antérieures. Je ne me souviens pas des détails, mais je me souviens vaguement d'avoir lu quelque chose présentant une configuration mondiale similaire. Continuant à réfléchir à ses pensées pendant les minutes qui suivirent, James arriva à une conclusion. C'est probablement un univers parallèle ou alternatif à ce travail dont je ne me souviens pas, songea James. Un sourire apparut sur son visage à cette pensée extravagante. Si Mizore, qui vient clairement d'un autre travail, apparaissait dans ce monde. Je me demande quels autres croisements je trouverais? L'euphorie de James devenait de plus en plus évidente. Le mieux, c'est que je devrais être le seul à savoir ce que ça signifie. À cette pensée, James rit. À l'insu de James, son partenaire d'entraînement l'observait depuis l'entrée du terrain. Oron, arrivé alors que James avait atteint environ 940 pompes, le regarda calmement terminer son entraînement. Au moment où il s'apprêtait à entrer et à saluer le garçon, il vit James plonger dans ses pensées. Observant l'expression de James changer jusqu'à ce qu'il éclate d'un rire rauque, Oron conclut finalement que le garçon était devenu fou à cause de l'entraînement et des problèmes avec les filles. Je crois que je devrais intervenir avant que le retour ne soit trop tard. Pensa Oron en faisant un pas vers le terrain d'entraînement. Dès qu'Oron franchit le seuil du terrain d'entraînement, une série d'actions se succédèrent. D'abord, James sortit de son état euphorique. Ensuite, Oron disparut de sa position avec une vitesse fulgurante. Troisièmement, James matérialisa Oshiru Sakura et sa ceinture d'épée et adopta simultanément une posture d'Iedo. Enfin, James dégaina son épée et encaissa le coup au-dessus de l'Odashi d'Oron. Ching. Waouh. Clang. Lorsque les deux épées se rencontrèrent, le bruit fut suffisamment fort pour être entendu dans tout le domaine. Profitant du recul dû à la collision, James fit un bond estival pour prendre de la distance. Dès que ses pieds touchèrent le sol, il s'élança. Dans un éclair de vitesse, James se rapprocha d'Oron et lui envoya son épée vers l'épaule gauche. Utilisant la longueur et le poids de son Odashi, Oron bloqua négligemment le coup sur sa gauche. Profitant de son élan, James pivota sur son pied gauche et se laissa tomber pour effectuer un balayage de jambes dans le même mouvement. Oron recula simplement, hors de portée du regard. James planta alors sa jambe et attaqua vers le haut sans perdre son élan. Oron para une fois de plus le coup avec désinvolture, offrant à James l'occasion de lui décocher un coup de pied bas à l'intérieur du mollet. Après avoir donné un coup de pied, Oron bondit au loin. Dès qu'il atterrit, il secoua sa jambe, atténuant le léger engourdissement. Pas mal, gamin. Oron le félicita. Tu as fait des progrès en combinant le combat au corps à corps et le kenjutsu. J'ai hâte de voir jusqu'où tu peux aller. Bien que James fût ravi de recevoir des éloges, il n'était pas assez fou pour baisser sa garde. Et ce serait la bonne décision. Oron, qui avait prononcé ces mots, adopta enfin une posture de combat appropriée. Il fonça alors sur James, déclenchant un échange de coups rapides et précis, tous destinés à le neutraliser. Après 45 minutes de combat intense aux armes réelles, James transpirait abondamment et était essoufflé. Oron, quant à lui, semblait aussi détendu qu'à son arrivée sur le terrain d'entraînement. Jade, pourquoi, Jade, parlais-tu si plus fort que d'habitude, demanda James en essayant de reprendre son souffle. J'étais obligé, la séance d'aujourd'hui doit être plus courte que d'habitude, répondit calmement Oron. Tu as oublié? Les filles viennent aujourd'hui. Waouh, gémit James. Je préférerais affronter des groupes de corbeaux et d'animaux errants plutôt que d'entrer sur ce champ de bataille. Eh bien, je ne t'envie absolument pas, acquiesça Oron. Maintenant, nettoie-toi. Ta mère va nous casser la gueule si tu es en retard. Affaissant ses épaules, James répondit d'un ton apathique, bien. Puis il rentra chez lui. 40 minutes plus tard. Léona, James et Mizore étaient assis dans le salon, attendant l'arrivée des groupes de Grémory et de Citri. Léona donnait des conseils à James.
Maintenant, souviens-toi, chérie, tout ce que tu as à faire est d'être honnête avec eux, conseilla doucement Léona. Soupir, ouais, je sais, dit James, je préférerais être n'importe où sauf ici, écrit sur son visage. Voyant l'expression de James, Léona sourit doucement et dit, je ne peux pas dire que tu es responsable de tout ça, mais si tu veux être considéré comme ton égal, tu devrais régler ce problème. Avec Rhea et Sona. Avec Akeno, ce serait la bonne chose à faire. Hochant la tête, James laissa échapper un autre soupir. Les filles sont si difficiles à comprendre, murmura James pour lui-même, faisant rire Léona. Quelques minutes plus tard, Rhea, Sona et Tsubaki arrivèrent par le cercle de transport magique. Blague à part, elles commencèrent aussitôt à discuter. Sourire, rire et ricanements résonnaient de tous. Même Mysore s'ouvrit un peu. 15 minutes plus tard, Venelana, Rhea et Akeno arrivèrent. L'atmosphère changea aussitôt. À son arrivée, Rhea évalua la situation et fronça les sourcils. Toi. Éloigne-toi de James, aboya Rhea, pointant son doigt directement vers Mysore. Surpris, Mysore recula d'un pas et saisit instinctivement le bras de James. Cela attisa encore plus la colère de Rhea. Tu ne m'as pas entendu? Je t'avais dit de rester loin de James, rugit Rhea. Sa jalousie attisa encore plus sa colère. En entendant les rugissements furieux de Rhea, tout le monde fut choqué. Tout le monde savait que Rhea protégeait farouchement ce qu'elle considérait comme sien, mais là, c'en était trop. James, son sourire habituel désormais remplacé par un profond froncement de sourcils, interrompit la diatribe irrationnelle de Rhea. Ça suffit. Je ne voulais vraiment pas être ici, et tu m'as donné une raison parfaite pour en finir rapidement, dit James d'une voix basse, visiblement mécontente. En entendant la voix de James, tout le monde se tut. Le garçon au sourire omniprésent dégageait tellement, qu'on ne pouvait pas appeler ça de la colère, mais le sentiment d'exaspération était évident pour tous. Prenant une profonde inspiration pour se calmer, James rassembla ses pensées. Tout d'abord, Rhea, Sona, je dois m'excuser auprès de vous deux, commença James aussi calmement qu'il le pouvait. Au même moment, les adultes partageaient la même pensée. C'est peut-être pire que ce que je pensais. Il laissa même tomber le surnom de Rhea. Il avait aussi un surnom pour Sona. C'est lui qui a inventé le surnom de Sautan lorsque Rhea a juré d'inciter tout le monde à parler japonais. Cependant, il a cessé de l'utiliser lorsque Sir Rafale l'a adopté. Avec l'affection dominatrice de Sir Rafale, ce surnom a fini par agacer Sona. Et James n'en a toujours pas trouvé de nouveau qui lui convienne. Depuis environ 1 an, je sais ce que tu ressens pour moi. Tes sentiments amoureux, dit James d'un ton solennel. Voyant leurs sentiments si clairement exprimés par leur béguin, les filles ne purent s'empêcher de rougir. Malheureusement, je ne peux pas répondre à ces sentiments, du moins pas encore, poursuivit James sur le même ton. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit quand j'ai décidé de créer ma propre péri? Avec la pause momentanée de James, Rhea et Sona se souvinrent de ce jour il y a 5 ans. Puis James poursuivit, mes désirs n'ont pas changé. Je veux être au même niveau que vous deux. Je veux que nous soyons égaux, et pour cela, je dois travailler dur. Personne ne répondit à la déclaration de James. Regardant autour de lui tous les présents, James fit sa déclaration finale sur le sujet. Tant que je n'aurai pas atteint la haute société, je n'envisagerai pas de relation amoureuse, dit James, mettant fin à la conversation. Il poursuivit, maintenant, si tu veux bien m'excuser, je vais enfin commencer la production de mon manga. Viens, Mysore, tu peux être mon assistant. Prenant Mysore par la main, James la conduisit à l'étage, dans la chambre d'amis qui était devenue son atelier. Encore confuse par ce qui s'était passé, Mysore se laissa guider par la main. Malgré cette confusion, elle ressentit une douce émotion lorsque James se mit en colère contre elle. Pendant ce temps, tout le monde ne pouvait que regarder James et Mysore s'éloigner. Quand les deux disparurent, Sona lança un regard noir à Rhea et dit « Tu dois changer d'attitude ». Elle refusa ensuite de parler davantage à Rhea. Rhea, quant à elle, se tenait là, les larmes aux yeux. Venelana poussa un profond soupir. Elle s'excusa ensuite auprès de Léona, Rhea, Sona, Tsubaki et Akeno. Après que Léona eut présenté ses excuses à James et Mysore, elle ramena Rhea et Akeno chez elle. La famille Citri resta un peu plus longtemps, prenant le thé avec Léona. Une fois James calmé, Sona et Tsubaki furent même invités à assister un instant à la création du manga. D'autre part, en plus de l'entraînement quotidien de James avec Oron et de l'entraînement au contrôle de l'énergie de Mysore, les enfants passèrent chaque heure de la journée à travailler sur le manga de la semaine suivante. En 7 jours, grâce à leur endurance et leur dextérité surhumaine, ils réussirent à produire 105 chapitres. Par la suite, Léona, en tant que manager de James, parvint à faire publier sa première création, Bleach, dans le plus grand nombre de publications possibles, tant dans le monde du diable que dans le monde des humains. Chapitre 16, Voyager à travers le Royaume-Uni. 20 jours se sont écoulés depuis la semaine où James et Mysore ont terminé de dessiner le manga. Rien de notable ne s'est produit durant ces 20 jours. Hormis l'entraînement, James ne trouvait du temps dans son emploi du temps que pour passer du temps avec ses parents, Mysore, Akeno ou Sona et Tsubaki. Il a aussi essayé de trouver Rhea pour discuter, mais elle l'a complètement évité. Honnêtement, il se sentait coupable d'avoir rompu ce jour-là. Cependant, il ne trouvait pas ses actes répréhensibles. Il aurait pu faire plus d'efforts pour rester calme. Pendant ce temps, Mysore rejoignit Akeno et Tsubaki pour leur éducation et leur entraînement magique.
Elle commença également à apprendre le kung-fu du style du tigre pour mieux utiliser les griffes de glace qu'elle génère lorsqu'elle prend sa forme complète de Yuki-onna. Du côté des adultes, ils tinrent 3 autres réunions, comme la première. Ils passèrent du temps à réfléchir à la meilleure façon de minimiser les progrès de James sans rien obtenir de concret. Lors de la dernière réunion, avant que James ne reprenne son entraînement, Dante-Citri, le père de Sona, suggéra qu'un démon de haut niveau l'accompagne dans ses voyages. Tout le monde accepta la suggestion, ayant le sentiment d'avoir perdu un mois à trouver une solution aussi simple. Ils décidèrent finalement d'envoyer le chevalier de Sirzek, Okita Tsuji. Cependant, la décision ne fut pas prise à la légère. Okita était suffisamment fort pour protéger James dans la plupart des situations et excellait en diplomatie. Autrement dit, à moins qu'il ne commette des crimes, il n'aurait guère de mal à chasser les animaux errants et à honorer les contrats avec les démons. Le jour du départ, James était un peu déçu de ne pas avoir pu se réconcilier avec Ria, mais il repoussa ses pensées. Il avait une promesse à tenir, à lui-même, ainsi qu'à Ria et Sona. Après avoir quitté les enfers, James et Okita se téléportèrent au Royaume-Uni. James avait entendu dire que les îles britanniques produisaient une nourriture parmi les pires au monde, et il voulait vérifier si la rumeur était vraie. Sautant à la conclusion, la rumeur était fausse. La plupart des aliments, cependant, étaient un goût acquis. Mis à part la nourriture, les 3 mois passés par James au Royaume-Uni ont été productifs. Il a exaucé 60 vœux humains et a été affecté à 38 missions d'extermination de démons perdus, toutes de puissance intermédiaire ou inférieure. Bien qu'il ait éliminé 4 démons de haut rang, toutes ces missions ont été confiées à Okita. Quant à ses propres missions d'extermination durant ces 3 mois, James en a éliminé 37 et poursuit actuellement la 38e. Monde humain, Royaume-Uni, île de ski, pied du Blaben. Zut, ce type est vraiment doué pour courir, s'exclama James en poursuivant sa dernière cible à éliminer. Ça n'arrange rien qu'il se soit transformé en créature à 4 pattes après s'être perdu. James poursuit ce démon perdu depuis plus de 8 kilomètres. Il parcourt lentement la distance en courant à son rythme habituel. Il a souvent envisagé d'utiliser son allure rapide, mais il ne savait pas exactement où se trouvait sur cette île la frontière de ce royaume légendaire de la mythologie celtique. Courir normalement lui donnerait au moins le temps de réagir s'il franchissait une limite, ce qu'il serait sage d'éviter. S'étant enfin suffisamment rapproché pour sectionner une patte arrière du voyou, James se prépara à une frappe décisive d'Iedo. Cependant, avant qu'il puisse dégainer son épée, une voix d'homme retentit au loin. « Arrêtez votre progression », ordonna la voix. « Continuez et considérez votre vie comme perdue. » En entendant cette déclaration, James ralentit. Le démon perdu, cependant, ignora l'avertissement. James s'apprêtait à exiger que le traînard soit laissé en vie pour qu'il puisse accomplir sa mission. Mais avant qu'il puisse ouvrir la bouche, il vit une lance transpercer le cœur du traînard en fuite. « Bon sang, tu es ce salaud de voleur », rugit James, furieux. « C'est ma première mission d'extermination ratée. » Dès que le rugissement de James cessa, un jeune homme, d'1 an ou 2 plus âgé que lui, s'avança vers le corps du démon perdu. Retirant la lance du corps du démon, il fixa James un instant, puis ne lui prêta plus attention. « Alors, c'est toi qui as lancé la lance », dit James en regardant le jeune homme, c'était assez impressionnant. Le jeune homme acquiesça simplement en guise d'acquiescement et s'éloigna. Avant qu'il puisse faire 2 pas, James reprit sa route. « Mais tu m'as volé ma mort, mec », dit James d'un ton légèrement agacé. « En plus, tu m'as fait rater ma mission. » Le jeune homme s'arrêta, tourna la tête, croisa le regard de James et demanda « Et alors ? Pour te faire pardonner, pourquoi ne pas te battre avec moi ?» demanda James avec un sourire narquois. « Ça m'aiderait aussi à me défouler. » Sans répondre directement à James, le jeune homme regarda vers la montagne. « Je le permets. » Une voix féminine majestueuse s'éleva du côté de la montagne. Après avoir reçu la permission, le jeune homme a préparé sa position de combat, un sourire affamé de combat apparaissant également sur son visage. James Alavero. James se présenta, comme il est de coutume avant un duel. « Ce tenta », répondit le jeune homme sur le même ton. « Ah. Tu es exactement celui que je pensais », s'exclama James avec enthousiasme. « Es-tu une réincarnation ou un héritier spirituel ? Est-ce important ?» demanda ce tenta. Secouant la tête, James répondit, « Pas vraiment, j'étais juste curieux. » « Si tu survis, je te le dirai, » dit ce tenta avec un sourire. « Affaire » cria James tandis que ce tenta et lui couraient l'un vers l'autre simultanément. Pendant ce temps, au loin, Okita Tsuji surveillait James. Ce devrait être un beau défi pour lui, pensa Okita en regardant avec impatience le début du combat. De retour au combat, la lance ayant l'avantage d'allonger le katana, ce tenta fut le premier à attaquer. Il porta une attaque vers le côté droit de la poitrine de James. Pour contrer, James exécuta un Iedo, faisant dévier la lance vers la droite. Immédiatement, ce tenta passa d'un direct à un balayage visant l'épaule droite de James. En retour, James maintint l'élan de son Iedo et se baissa sous la lance tout en exécutant son propre mouvement de pied, projetant ce tenta en arrière. Alors que ce tenta s'effondrait, James se releva et pointa son épée vers son épaule gauche. Utilisant la pointe de sa lance pour dévier le coup de James, ce tenta lui enfonça la pointe dans les chevilles. Évitant la pointe émoussée de la lance, James fit un bond en arrière. Profitant de l'espace ainsi gagné, ce tenta étendit la lance au-dessus de sa tête et s'en servit pour se relever, l'abattant sur James.
Faisant un pas de côté vers la droite, James utilisa Oshiru Sakura pour pousser la lance vers la gauche, puis appliqua une force vers le bas, enfonçant la pointe dans le sol. Pour empêcher ce tenta de la retirer, James posa un pied sur la lance et commença à courir le long de sa hampe vers ce tenta. Au lieu d'essayer d'arracher la lance du sol, ce tenta la laissa simplement tomber et lança son extrémité émoussée vers le haut, déséquilibrant James. James fut contraint de reculer. Alors que James était à nouveau contraint de reculer, ce tenta ramassa sa lance et la sortit du sol. S'avançant vers James, il lança une salve de coups à différents angles et vitesses. Esquivant ce qu'il pouvait et parant ce qu'il ne pouvait pas, James fut lentement repoussé. Sachant qu'il perdrait s'il ne faisait rien pour changer la situation, James laissa intentionnellement une ouverture, et ce tenta la saisit. Au même moment, James rengaina rapidement son épée et la dégaina, visant à abattre ce tenta à la poitrine sans le tuer. Malheureusement, ce tenta avança plus vite que prévu. Cette erreur de calcul menaça James à presque couper ce tenta en deux, lui transperçant le cœur. « Merde !» s'exclama James intérieurement. « J'ai vraiment tout gâché cette fois. » Ce tenta avait des pensées similaires. Clang! Clang! Avant qu'il puisse porter les deux coups fatals, Okita apparut entre les deux jeunes hommes. D'un seul coup, il désarma les deux combattants. James et ce tenta, soulagés d'avoir pu sauver leur vie et de ne pas ôter accidentellement la vie à quelqu'un, tombèrent au sol, épuisés. « Vous êtes tous les deux très doués pour votre âge », commenta Okita, impressionné par l'habileté dont les deux jeunes hommes firent preuve. « Merci, monsieur Okita », répondit James, acceptant le compliment avec gratitude. Ce tenta grogna simplement en signe d'acquiescement. « Eh bien, il est temps de retourner aux enfers, jeune James, dit Okita en faisant signe à James de venir à ses côtés. « Ouais, je pense qu'il était temps, non ?» demanda James d'un ton rhétorique. Alors qu'Okita était sur le point d'activer sa magie de téléportation, la même voix majestueuse qu'auparavant pouvait à nouveau être entendue. « Ce tenta, invite nos invités à entrer. » Les yeux de ce tenta s'écarquillèrent de surprise. Puis il se tourna vers James et Okita. S'inclinant légèrement, ce tenta fit un geste pour guider les deux vers la montagne et par là. « Si vous avez un peu de temps, mon maître aimerait vous adresser une invitation, » dit ce tenta après une brève pause. Puis il poursuivit, « Si vous acceptez, permettez-moi d'être le premier à vous souhaiter la bienvenue au pays des ombres. » Shadowland, Dinsket, salle de réception. Après avoir franchi la barrière qui entourait les terres de l'ombre, ce tenta conduisit James et Okita à mi-chemin de la montagne jusqu'à un ancien château. Ce château, Dinsket, est la demeure de la reine des terres de l'ombre, la reine guerrière et mentor des héros, Skatash. Après être entrés dans le château, ils parcoururent ses couloirs avant d'arriver à une salle de réception. Assise dans cette pièce à la décoration minimaliste se trouvait une femme d'une beauté exceptionnelle, aux longs cheveux violets et aux yeux rouges, vêtue d'une combinaison noire à épaulettes métalliques. À côté d'elle se trouvait une lance rouge cramoisie qui dégageait une aura sinistre. Lorsqu'ils entrèrent dans la pièce, la belle femme leur fit signe de s'asseoir. Acceptant l'offre, James et Okita s'assirent en face d'elle, tandis que ce tenta prenait place derrière elle, à sa droite. Cela fait des années que je n'ai pas reçu de réception. La femme entama la conversation. Laissez-moi me présenter. Je suis Skatash, reine du pays des ombres. Avec l'introduction de Skatash, l'excitation traversa les yeux de James. Cette femme est une légende vivante. Elle a formé certains des plus grands héros de l'histoire, pensa James, se remémorant les légendes de Skatash. Même si je ne peux pas devenir ton disciple, quelques conseils me permettraient de progresser à pas de géant. Enchanté de vous rencontrer, répondit Okita à la présentation de Skatash. Je suis Okita Suji, chevalier de la pairie de Satan Sirzek Lucifer. Et voici James Alavru, fils de Cassiel Alavru, évêque de Sirzek Lucifer. Après la présentation d'Okita, James s'inclina poliment. Je pense que toutes ces leçons d'étiquette ont été vraiment utiles, a déclaré James. Je suis sûr que tu es curieux de savoir pourquoi je t'ai invité dans mon château, dit Skatash, interrompant les réflexions de James. En effet, répondit Okita. Comme tu le sais sûrement, j'ai assisté au combat entre la réincarnation de mon disciple idiot et le jeune homme assis à côté de lui, commença Skatash. J'ai été impressionné par ta perception de la situation et ton habileté à l'épée. Je suppose que tu es son maître d'armes ? En réponse, Okita secoua la tête et répondit à la question de Skatash. J'aimerais bien m'attribuer le mérite d'un tel exploit. Mais je ne peux pas. Le jeune James est un autodidacte. Alors que les yeux de ce tenta s'écarquillèrent de surprise, Skatash rétrécit les siens avec intérêt. Je ne m'attendais pas à ça, murmura Skatash. Elle reprit d'un ton normal. J'adorerais avoir l'occasion de perfectionner les compétences de cette jeune perle. Même si j'aimerais beaucoup accepter en son nom, je dois contacter ses parents aux enfers pour obtenir leur permission, expliqua Okita. Sans compter qu'il a des obligations envers les enfers, car il s'efforce d'améliorer son statut social parmi les diables. Alors, contacte ses parents. Ce Skatash ne s'abaisserait pas à forcer l'enfant contre la volonté de ses parents, répondit Skatash. Puis elle renifla et poursuivit d'un ton beaucoup plus aigu. Quant à la politique de ton monde des démons, étant donné que l'enfant est un sang mêlé, j'imagine qu'il est fortement réprimé. En réponse, Okita se leva et s'excusa rapidement pour prendre contact avec les enfers. Après avoir reçu les explications d'Okita, James obtint facilement l'autorisation de s'entraîner avec Skatash. Cette autorisation dura jusqu'à son 14e anniversaire.
Il était autorisé à rentrer chez lui une semaine par an. Chapitre 17, entraînement avec Skatash. Aujourd'hui, James fêtait ses 14 ans. Dans quelques minutes, il allait dire au revoir à son maître, Skatash. Depuis 2 ans et demi, à l'exception de ses 12 et 13 ans, où il avait pu passer une semaine avec sa famille, il consacrait tout son temps à l'entraînement et au combat. Au premier semestre, Skatash lui avait imposé un programme de conditionnement physique qui transformait ses 2 dernières années de musculation en un jeu. Après avoir été, au sens propre comme au figuré, brisé et reconstruit à maintes reprises, il était désormais assez fort pour soulever un gros SUV sans recourir à sa puissance démoniaque. Après sa reconstruction physique, il a vécu sa première rupture. Il a été renvoyé chez lui pour fêter ses 12 ans. Il a passé du temps avec ses amis et sa famille. Il a suivi les progrès de Mysore. Ce qui semblait plutôt bien. Il est parti avec Sona, Tsubaki, Mysore et Akeno. Mysore et lui ont également réussi à dessiner 120 chapitres supplémentaires de Bleach. Cependant, Ria l'évitait toujours. Elle lui a envoyé ses vœux d'anniversaire, donc c'est un progrès, non? À son retour, James commença son entraînement technique. Skatash lui fit d'abord démontrer toutes ses compétences de combat et technique ne faisant pas appel à la puissance démoniaque. Une fois son niveau compris, il commença son entraînement avec sérieux. Dans chaque combat contre Skatash ou Setanta, James était contraint de tout donner. Considérant chaque combat comme une bataille à mort. Et Skatash le lui rappelait constamment, portant des coups mortels dans presque toutes ses attaques. De plus, il devait affronter un nombre inconnu d'esprits immortels emprisonnés dans le pays des ombres, leur énergie démoniaque scellée. James s'entraîna ainsi jusqu'à ses 13 ans. Puis il eut sa seconde chance. Le déroulement fut très similaire à la première. À la différence près que Ria cessa finalement de l'éviter. Elle cessa aussi de se mettre en colère contre Mysore. James était pourtant persuadé qu'il y avait une histoire derrière tout ça. Une histoire que personne ne voulait lui raconter. James s'excusa également d'avoir perdu son sang-froid ce jour-là. Cependant, Ria ne s'excusa pas pour ses actes, laissant James croire qu'une telle chose se reproduirait. La dernière année d'entraînement de James était axée sur l'amélioration de ses capacités de combat. Une fois de plus, Skatash lui fit démontrer tout ce dont il était capable. Cette fois, ses capacités d'énergie démoniaque furent prises en compte. Elle analysa ensuite toutes les capacités dont il avait fait preuve. Après cela, James dut poursuivre son entraînement avec Skatash et Setanta. Il combattit également des esprits immortels emprisonnés encore plus puissants. De plus, il y eut même des cours où James et Skatash travaillèrent ensemble pour améliorer l'efficacité et la puissance destructrice de leur technique. Lors d'un de leurs combats, James réussit à éveiller un Sacred Gear. Flashback, il y a 3 mois. Shadowland, d'un skate, camp d'entraînement. Au cours de l'une de leurs séances d'entraînement les plus brutales, Skatash se tenait au-dessus d'un James ensanglanté et battu, une botte sur la poitrine et la lance pressée contre sa gorge. Avec un sourire condescendant sur son visage, Skatash se moquait de James alors qu'il était à son plus faible. C'est le mieux que tu puisses faire, petit James, le taquina Skatash. Bien qu'indigné, James ne put réagir. Sa mâchoire était brisée, sa gorge était pleine de sang et un de ses poumons avait été perforé. Même si ce n'était pas la première fois qu'il était en si mauvaise forme, James ne s'était jamais senti aussi faible. Si Skatash demandait à James de démontrer son niveau dès le début de l'entraînement, c'était notamment pour pouvoir le maintenir près de ses limites. À mesure que James progressait, Skatash augmentait également son niveau. La pression que James ressentait pendant le combat était constante. Et s'il flottait, la pression ne faisait qu'augmenter, jamais diminuer. Mais aujourd'hui, Skatash a mis la pression à un niveau supérieur. Elle l'a frappé comme si elle essayait de le briser physiquement et spirituellement. Qu'est-ce qui ne va pas, petit James? Le sourire de Skatash s'illumina en voyant l'indignation dans les yeux de James se transformer peu à peu en colère. James, sans quitter son maître des yeux, leva sa main gauche cassée pour tenter d'attraper la lance par le manche. Mais avant qu'il puisse enrouler ses doigts autour de la hampe, Skatash lança la lance, la faisant s'écraser sur le bras tendu de James. Bien qu'aucun nouvel os n'ait été brisé par le coup, la douleur ressentie par James alors que ses os brisés vibraient sous l'impact était exaspérante. Si c'est le mieux que tu puisses faire, tu ferais mieux de le renvoyer chez lui, mon garçon, dit Skatash d'un ton cinglant. Je n'ai pas le temps d'entraîner quelqu'un d'aussi faible. Non, rugit intérieurement James, essayant de reproduire le même rugissement avec son corps. Cependant, en raison de son état physique, il ne pouvait émettre que des murmures déformés. Tu voulais dire quelque chose, petit James, demanda Skatash en se penchant, comme pour entendre ce que James avait à dire. Je ne suis pas faible, tenta de rugir James une fois de plus. Je serai le plus fort. Avec ça, il sentit que quelque chose en lui se brisait. Le paysage mental de James. Au moment où James s'est déclaré le plus fort, une grande paire d'yeux verts aux pupilles reptiliennes s'est ouverte. Enfin, dit une voix ancienne d'un ton satisfait. C'est vrai, nous serons les plus forts. Shadowland, d'un skate, camp d'entraînement. L'esprit de James fut secoué par un rugissement puissant, comparable à celui d'un dragon. À cet instant, James fut enveloppé d'une vive lumière rouge. La pression soudaine de son corps força même Skatash à s'éloigner. Lorsque la lumière disparut, le bras gauche cassé de James était recouvert d'un técou rouge, rehaussé d'or, et un joyau vert était incrusté au centre de l'armure qui recouvrait sa main. Dès que la pression disparut, James tomba inconscient et Skatash s'approcha de lui.
En regardant le Teku sur son bras gauche, Skatash réalisa quelque chose. C'était donc le Boosted Gear. Je pense que sa forme a changé pour s'adapter à son style de combat. Enfin, je pense que sa volonté est assez forte pour forcer ce changement, dit Skatash en souriant. Il pourrait même surpasser le Setanta original. Ce qui a déclenché la colère de James, c'est son Sacred Gear. Créé par le dieu biblique, il permet aux humains de se protéger du surnaturel. Un Sacred Gear est attiré par une âme compatible et scie dès la naissance. La plupart des Sacred Gears existent en plusieurs exemplaires, circulant parmi les humains et les hybrides. Le Boosted Gear, cependant, est différent de la plupart des Sacred Gears. Il fait partie des 13 Longinus, nommés d'après la lance qui a tué le Christ. Ces Longinus sont censés donner à leur porteur le potentiel de tuer les dieux. Par exemple, le Boosted Gear peut théoriquement doubler la puissance de son utilisateur toutes les 10 secondes, sans limite. La seule condition est que le corps de l'utilisateur puisse supporter l'effort de cette augmentation de puissance. Remarquant que James commençait à se réveiller, Skatash versa doucement son corps blessé contre sa poitrine et parla tout aussi doucement. « Tu as bien travaillé, James. Je suis fier de toi. » Toujours incapable de parler à cause de ses blessures, James sourit du mieux qu'il put avant de perdre à nouveau connaissance tandis que Skatash commençait à soigner ses blessures. Fin du flashback. Après ce jour, en plus de son entraînement habituel, Skatash s'assura également de pousser James et le Boosted Gear dans leur retranchement. Elle les poussa si fort que même Dreg, l'empereur dragon rouge de la domination enfermé dans le Boosted Gear, implora sa clémence. Skatash, bien sûr, n'entendit rien de tout cela. Bien qu'elle n'ait pas pu forcer James et Dreg à atteindre le niveau supérieur de Sacred Gear, appelé Balance Breaker, Skatash a réussi à les pousser à débloquer presque toutes ses capacités. Boost, la capacité de base de Boosted Gear, permet à l'utilisateur de doubler sa puissance jusqu'à atteindre sa limite. Transfert permet à l'utilisateur de transférer une puissance accrue à d'autres. Enfin, pénétration permet à l'utilisateur de pénétrer tout au contact, des défenses aux autres attaques. Attaquer le noyau de l'adversaire est même une possibilité. La seule capacité qu'elle n'a pas pu forcer à débloquer était la capacité ultime de Dreg, que ce dernier n'a même pas pris la peine de mentionner, car James devrait laisser l'aura de dragon qu'il partage maintenant avec Dreg se développer jusqu'à un certain niveau avant de pouvoir l'essayer. De plus, il a découvert qu'il y avait un espace de rangement à l'intérieur du gant. James n'a cependant pas encore décidé à quoi l'utiliser. Peut-être pour ranger des mangas afin que Dreg ait de quoi s'occuper. Cependant, les choses les plus importantes que Skatash a enseignées à James étaient certainement les moyens d'utiliser son immense pouvoir spirituel. Skatash nous a transmis 2 façons de mobiliser son pouvoir spirituel. La première est une technique d'intimidation. Elle utilise le pouvoir spirituel pour faire pression sur l'âme de l'adversaire. Si la différence de puissance est suffisamment importante, il est possible de tuer un ennemi sans bouger. La seconde technique est considérée comme une technique auxiliaire. En concentrant le pouvoir spirituel sur les yeux, la vision de l'âme devient possible, avec certaines limites, bien sûr. Grâce à cela, James pouvait distinguer les possesseurs de Sacred Gear des humains normaux. Cependant, il était incapable d'identifier le Sacred Gear. C'est grâce à cette capacité que Skatash a exercé une telle pression sur James avant l'éveil du Boosted Gear. Terre des ombres, d'un skate. Dans la salle de réception où ils se sont rencontrés pour la première fois, Skatash est assise sur son trône, sa lance posée à ses côtés. Exactement comme ce jour-là. Setanta était également dans la même position, derrière et à la droite de son maître. Le seul à avoir une position différente est James. James se tenait respectueusement devant Skatash, les mains jointes dans le dos. Au cours des 2 dernières années et demie, James et Setanta ont grandi. Lors de leur première dispute avec James, Setanta mesurait environ 1,55 mètres aujourd'hui. À 15 ans, il mesure environ 1,80 mètres avec ses yeux rouges et ses cheveux bleus attachés en queue de rat. Il a développé un charme fou. James a lui aussi grandi, mais pas autant que Setanta. Il y a 2 ans et demi, à 11 ans, il mesurait environ 1,50 mètres aujourd'hui. À 14 ans, il mesure 1,63 mètres. Outre sa croissance, James n'avait plus ses longs cheveux tressés. Il a découvert très tôt que garder les cheveux longs lors des entraînements avec Skatash était dangereux et qu'elle en profiterait. Il arbore désormais une coupe au carré moderne. Le jour de notre séparation est enfin arrivé, a déclaré Skatash d'un ton majestueux et inspirant. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi, maître, répondit James en s'inclinant respectueusement. N'y pense pas, dit Skatash en agitant la main d'un air dédaigneux. Skatash n'aime rien autant que de découvrir le potentiel d'un élève talentueux. James ne pouvait que sourire ironiquement en pensant, sa lance m'a fait assez de trous, je suis content qu'il ait déterré quelque chose pour le montrer. Avant que tu partes, j'ai une sorte de cadeau de fin d'études pour toi, dit Skatash en sortant un teku blindé rouge aux accents dorés, presque identique à celui de James. La seule différence est que son cadeau n'a pas de joyaux verts incrustés sur sa main. Je l'ai créé pour toi avec les mêmes matériaux que la mienne et la nouvelle lance de Setanta, dit-il en tendant le teku à James. Avec un seul gant, ta défense sera déséquilibrée. Merci, maître, dit James, acceptant le cadeau avec gratitude, tout en réfléchissant. Il voulait probablement m'offrir un katana, mais il a abandonné à cause de Sambonzakura. Très bien, maintenant que c'est réglé, vous pouvez y aller tous les deux, dit Skatash en chassant les 2 enfants. S'inclinant une fois de plus, James dit, oui, maître. À bientôt.
Interrompu par sa propre surprise, James demanda. Attendez. Vous deux? Voyant la réaction de James, Scatash haussa un sourcil, se tourna vers Setanta et demanda. Oh, donc tu ne l'as pas informé? Non, maître, répondit Setanta avec un sourire malicieux. Je pensais que ce serait plus amusant comme ça. Scatash ne pouvait que secouer la tête devant les pitreries de son disciple espiègle. Pour faire court, commença Setanta. Il y a environ un mois, j'ai demandé à maîtresse si je pouvais rejoindre sa pairie, et elle a accepté. Mais pourquoi? Demanda James, perplexe. Tu es l'empereur dragon rouge de cette génération. Ça veut dire que tu vas te retrouver au cœur de combats vraiment palpitants, dit Setanta en souriant. Tu perds ton temps. Allez. Oh, maître m'a aussi autorisé à utiliser le pseudonyme de mon incarnation originelle, alors tu devrais m'appeler Céuchulin à partir de maintenant. Chapitre 18, Ria veut parler à l'anniversaire de James. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Aujourd'hui, pour fêter le 14e anniversaire de James et la fin de son entraînement auprès de Scatash, tous ses amis et sa famille se sont réunis dans le salon du domaine d'Alavru. Autour de la table que Sona et Ria utilisent habituellement pour jouer aux échecs, se trouvent Sona, Tsubaki, Akeno et Mizor. Sona raconte des anecdotes sur James lorsqu'ils étaient plus jeunes. Par exemple, James est le créateur de la méthode d'entraînement à la gestion de l'énergie que tout le monde utilise. Si Tsubaki, Akeno et Mizor ont été choqués par l'histoire de Sona, le choc de Mizor provenait du fait qu'elle n'avait jamais cru James lorsqu'il lui avait raconté la même chose. D'autant plus qu'elle n'avait que 6 ans lorsqu'il l'a créé. Léona, Venelana, Ria et Greffia sont également assises ensemble, discutant et bavardant. On entend parfois des rires discrets dans leur direction. De temps à autre, Léona et Greffia se faufilent dans la cuisine pour s'assurer que le banquet prévu pour le retour de James soit parfait. Cependant, ce que Venelana et Ria trouvent miraculeux, c'est la façon dont Léona parvient toujours à faire lâcher prise à Greffia, pour ainsi dire. Le professionnalisme de Greffia en service est un trait de caractère connu de la plupart des hauts gradés des enfers. Mais lorsqu'elle rend visite à Léona, ce comportement disparaît, et elle apprécie simplement que la jeune fille parle aux autres. À une autre table, les hommes des 3 familles Eoticus, Sirzek, Dante et Cassiel jouent aux cartes. On entend des rires bruyants, des plaintes bruyantes et d'autres sont associés à la joie. Sans parler de l'ostentation de leurs enfants, ou, dans le cas de Sirzek, de sa sœur cadette. Serafal, Milika, fils de Sirzek et Greffia, et une jolie petite fille aux cheveux blancs coupés au carré, une frange lâche sur le front, une longue frange sur le côté lui descendant jusqu'aux épaules, des yeux dorés aux pupilles félines et une expression envoûtante, sont assis ensemble sur un canapé et regardent l'adaptation animée du manga Bleach de James à la télévision. C'est d'ailleurs Serafal qui a dirigé le projet d'adaptation animée de Bleach. Milika est un beau garçon de 7 ans aux cheveux roux courts et aux yeux rouges, très hérité respectivement de son père et de sa mère. Bien qu'il n'ait pas passé beaucoup de temps avec James, Milika a fini par l'adorer profondément. D'autant plus qu'il entend des histoires à son sujet depuis toujours. D'un autre côté, la jeune fille aux cheveux blancs assise à côté de Serafal et Milika est la nouvelle membre potentielle de la noblesse de Ria, Koneko Toujou. Ce n'est pas son nom d'origine, mais comme elle était dans un état catatonique lorsqu'elle a été amenée à Ria et qu'elle ne répondait pas à son nom d'origine, Ria l'a renommée Koneko. Si James avait été présent à ce moment-là, il se serait régalé. À quoi pensait Ria en renommant ce qui semble être un Nekomata en Koneko ou chaton? Cependant, une personne manque à cette ambiance animée. Bien que Ria soit chez elle, elle n'a pas le courage de profiter de cette ambiance joyeuse pour le moment. De retour après avoir vérifié les préparatifs du banquet, Léona et Greffia s'assirent à côté de Venelana et Ria. Remarquant que Venelana fixait distraitement le haut des escaliers menant au 2e étage, Léona demanda « Lana, quelque chose ne va pas ?» En entendant la question de Léona, Venelana sortit de sa torpeur. Avec un sourire ironique, elle répondit « J'ai le sentiment que ma fille va faire quelque chose qui va gâcher l'ambiance. » Elle soupira ensuite en terminant sa déclaration. Ne sachant comment réfuter, les 3 autres femmes restèrent silencieuses. Celui qui a brisé le silence était, étonnamment, Greffia. Ria sera probablement en colère peu après le retour de James, dit-il, marquant une courte pause avant de poursuivre. Ce qu'il lui dira ne sera certainement pas agréable à entendre, mais ce sera ce qu'elle a besoin d'entendre. Soupire, mon bébé. Léona soupira avec envie avant de regarder Eoticus et Sirzek. Pourquoi mon bébé doit-il nettoyer le désordre causé par 2 hommes adultes? Pendant ce temps, à la table de jeu, Eoticus et Sirzek ressentaient un frisson. Cependant, ils choisirent sagement de ne pas chercher la source de ce malaise, car s'ils l'avaient trouvé, ils auraient été témoins de l'un des regards les plus terrifiants de l'histoire. Eh bien, je suis sûr que tout. Ria commença à réconforter Léona, avant d'être interrompue par l'apparition d'un cercle magique de téléportation avec la marque spirituelle de James. Lorsque le cercle magique s'éleva puis disparut, 2 jeunes hommes se tenaient à sa place, l'un grand, l'autre petit. Le plus grand était le nouveau membre potentiel de la pairie de James, Céuchulin, autrefois connu sous le nom de Setanta, la réincarnation du fils de la lumière d'Irlande. Et le plus petit n'était autre que celui qui fêtait son anniversaire, James Alavru. Voyant son fils revenir, Léona fut la première à s'activer. Courant follement vers le nouveau venu, Léona serra James fort dans ses bras. « Joyeux anniversaire, James » dit Léona avec enthousiasme. « Joyeux anniversaire, James » Un peu plus tard, tout le monde a rejoint le groupe.
Debout à côté de James et Léona, C.U. Chulin a commenté « Mec, ces gens sont vraiment vivants. » Finalement, réalisant que James n'était pas seul, Léona lui demanda « Oh, as-tu amené quelqu'un avec toi? Pourrais-tu faire les présentations ?» Se libérant de l'étreinte de Léona, James a commencé sa présentation de manière théâtrale. « Laissez-moi me présenter. Voici le nouveau membre potentiel de ma pairie, mon frère apprenti aîné, lui aussi formé par Maître Scatache, un grand lancier et l'homme dont la malchance est insurmontable. Renonce à C.U. Chulin. Réincarnation du fils de la lumière d'Irlande. » À la fin, James rugissait comme l'annonceur d'un match de catch. Attiré par le rythme de James, tout le monde dans la salle a commencé à applaudir. « Bonjour, James » cria C.U. Chulin. « Que veux-tu dire par « un homme dont la malchance est insurmontable » ? Tu veux vraiment que je t'explique ? Demanda James d'un air impassible. Voyant l'expression de James et entendant son ton lorsqu'il posa la question, C.U. Chulin abandonna sagement le sujet. Après cela, James commença à présenter le nouveau venu à tout le monde. Comme lorsqu'il avait ramené Mysore à la maison, James s'emballa et ne réalisa qu'il n'avait jamais rencontré Koneko que trop tard. Bien sûr, tout le monde éclata de rire aux dépens de James. C.U. Chulin fut le plus amusé. Même le taciturne Koneko esquissa un petit sourire. Après que tout le monde ait réussi à se calmer, Akeno a pris le rôle de présenter Koneko. En regardant Koneko, James pensa, son aura est celle d'un yokai. Un Nekomata, je crois. Non, elle est un peu différente. Serait-elle l'un des Nekoshu légendaires? Mais je les croyais éteints. James n'y réfléchit pas longtemps. Scatache s'assura de le guérir de cette idiosyncrasie, à sa manière. Koneko se fraya un chemin devant elle et regarda James avec curiosité. À sa surprise, James commença à lui caresser la tête, ce qui la fit frissonner. Cependant, le sentiment de réconfort qui suivit la laissa sans envie de se libérer. Enchanté, Kitty. Je suis James à Lavru, dit James d'un ton doux. J'espère qu'on s'entendra bien à l'avenir. Koneko hocha simplement la tête en réponse, une légère rougeur sur ses joues. Au revoir. James entendit le bruit de plusieurs langues claquer, mais décida sagement d'éviter d'ouvrir cette boîte de Pandore. Alors James, quels sont les résultats de ton entraînement? Demanda Sirzek. Eh bien. James marqua une pause, puis répondit d'un ton légèrement incertain. Je pourrais probablement donner une mauvaise note finale à un bon combat. Je perdrais quand même. Je pense. À la réponse de James, le silence se fit dans la salle. Tout le monde, sauf C.U. Chulin, était stupéfait. C'est fou, murmura quelqu'un depuis la table de jeu. Applaudir. James frappa dans ses mains et tout le monde sortit de ses pensées. Toute l'attention était à nouveau focalisée sur lui. Ah! Maintenant je comprends pourquoi tante Venlana fait ça si souvent, s'exclama James avec enthousiasme. Attirer l'attention de tous en applaudissant, c'est fantastique. Sur ce, tous ceux qui connaissaient Venlana rirent et la regardèrent avec un sourire moqueur. Cet enfant. Murmura Venlana pour elle-même, puis demanda à Rhea dans un murmure, est-ce que je fais vraiment ça si souvent? Cela a provoqué une nouvelle vague de rire. Bref, dit James en se concentrant à nouveau sur lui-même. À mon retour, j'avais 2 bonnes nouvelles à annoncer à tout le monde. La première a déjà été annoncée. Pointant son doigt vers C.U. Chulin alors qu'il terminait sa déclaration, C.U. Chulin afficha un sourire fier. Bien que je ne sache pas combien de temps cela va durer, c'est-à-dire jusqu'à ce que sa malchance me donne un coup de pied au cul, a déclaré James, provoquant le dégonflement immédiat de C.U. Chulin. Frappé. Surveille ton langage, jeune homme, grogna Léona après avoir giflé James à l'arrière de la tête. Sans même broncher, James répondit, oui, madame, compris, en s'inclinant. Soupirant d'irritation, Léona demanda, quelle est l'autre bonne nouvelle? Eh bien, ce serait tout, répondit James en levant la main gauche à hauteur des yeux. Puis, une lueur rouge recouvrit son bras. Elle fut remplacée par un tékou portant une armure rouge aux détails dorés et un joyau vert incrusté au centre de l'armure, recouvrant sa main. J'ai réveillé mon Sacred Gear, le Boosted Gear pour être exact. Une fois de plus, la pièce redevint silencieuse. Et une fois de plus, un murmure se fit entendre à la table de jeu. Ce garçon se rebelle contre le destin, n'est-ce pas? Avant que les choses ne se compliquent à nouveau, James réalisa finalement que quelqu'un manquait. Avant d'aller plus loin. Dit James avec appréhension. Est-ce que Riri m'évite encore? En entendant la question abrupte de James, tout le monde, sauf C.U. Chulin, éclata de rire. Certains rirent ironiquement, ce que James ne remarqua pas. Finalement, Venlana désigna les escaliers et répondit à la question de James. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important dont il voulait te parler, seul à seul. Interrompant le reste de la conversation, James dit, très bien, laisse-moi voir ce que tu as à dire. Puis il monta à l'étage. Dès que James fut hors de vue, Venlana murmura, à personne en particulier, j'ai le sentiment que ça ne va pas bien finir. Alors qu'il atteignait le haut des escaliers, James vit Rhea assise devant la porte de sa chambre, la tête enfouie dans ses genoux, sanglotant doucement. Riri? Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda James en s'approchant de Rhea, surpris de la voir ainsi. En entendant la voix de James, Rhea releva la tête et s'essuya vigoureusement les yeux. Cependant, avec ses yeux rouges et gonflés et ses larmes séchées, il était évident qu'elle pleurait.
Voyant Ria dans cet état, James poussa un soupir et dit, « Si tu veux parler, je suis prêt à t'écouter. Mais entrons d'abord. » Ria hocha la tête à la suggestion, se calmant visiblement. « Très bien, entrons. » James ouvrit la porte et conduisit Ria à l'intérieur. Ria entra et se jeta sans ménagement sur le lit de James, provoquant un frémissement de son sourcil et un détournement de regard gêné. La raison ? En tombant, sa robe claqua si fort que ses sous-vêtements furent visibles. Voyant la réaction de James, Ria sourit et dit, « Oh, James ? Il y a un problème ? Pourquoi ton visage est-il comme ça ? » Sacré petit diable précoce, murmura James avant de changer de sujet. « Au fait, pourquoi es-tu si énervé ? Au revoir. » Ria claqua bruyamment la langue face au changement de sujet de James, avant d'adopter une expression solennelle et de répondre à la question de James. « James, j'ai besoin d'aide pour trouver une solution. Mes parents ont arrangé mon mariage et ils refusent d'écouter mes objections. » « Putain, c'est nul, » répondit James. « Les mariages arrangés, c'est tellement du siècle dernier. » Ria rit à la petite blague de James avant de se rappeler rapidement pourquoi elle était là. « C'est tout ce que tu as à dire ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « Et que veux-tu que je te dise ?» répondit James en posant à son tour une question. « Je veux que tu réfléchisses à une solution » répondit Ria comme si la réponse était évidente. Fronçant légèrement les sourcils devant l'attitude de Ria, James continua, « Eh bien ? D'abord, tu devrais me donner tous les détails, n'est-ce pas ?» demanda James en levant les yeux au ciel. « Des détails ? Quoi ? demanda Ria, un peu confus. James ne pouvait que secouer la tête en regardant la fille. « Pourquoi secoues-tu la tête ?» demanda Ria en faisant la moue. James soupira en se massant les tempes. « D'accord, laisse-moi te poser quelques questions sur la situation, » dit-il avec exaspération. « Si je sais ce qui se passe, je peux trouver un moyen de t'aider, si possible. » Ria hocha la tête avec enthousiasme et répondit, « Demande. » « D'accord, » commença James en tirant sa chaise de bureau et en la plaçant devant Ria avant de s'asseoir. « Première question, à qui es-tu fiancé ? » Le troisième fils de la famille Phénix, l'une des 72 maisons piliers, Rhys et Phénix, dit Ria en fronçant les sourcils. Deuxième question, quand a lieu le mariage, demanda à nouveau James. Je ne vais pas l'épouser, cria Ria avec indignation. James soupira une fois de plus et persuada Ria, fais-moi juste une faveur, nous avons besoin d'une date limite pour faire des plans, n'est-ce pas ? Oui, tu as raison, répondit Ria avant de prendre une grande inspiration pour se calmer. Ils ont décidé que ça arriverait après ma maturité. James se frotta le menton en pensant, donc ce serait juste après ton 18e anniversaire, non ? Ton 20e au plus tard. James, s'il te plaît, arrête de faire ça, dit Ria, faisant référence à la façon dont James lui caressait le menton, ça te fait ressembler à un vieil homme. James ignora la pique de Ria et passa à la question suivante. Troisième question, pourquoi les anciens sont-ils si déterminés à vous épouser ? Vous ont-ils donné une raison ? demanda James. Ria hocha la tête. Ils ont dit que c'était pour empêcher les diables de sang pur de mourir, dit Ria en se tapotant le menton de l'index droit. Oh, et le seigneur Phénix a parlé de garder les diables réincarnés à leur place. Fossile préjugé d'origine noble, murmura doucement James. Et, qu'est-ce que tu as dit ? demanda Ria en réponse au murmure de James. Agitant la main d'un air dédaigneux, James dit, ne vous inquiétez pas, continuons. Ria fit une nouvelle moue à James pour ne pas avoir répondu à sa question. D'accord. Rire, tu sais, ta moue est mignonne, se moqua James. Ria rougit et tourna la tête. Pose simplement ta prochaine question. Très bien, ne sois pas en colère, dit James en levant les mains de manière désarmante. C'était le jeune maître Rhys. Ne parle pas de lui avec autant de respect, pas tant que nous sommes seuls, interrompit Ria. D'accord, Rhys était-il présent à cette réunion ? Si oui, qu'a-t-il pensé de ce mariage arrangé ? En entendant la dernière question de James, Ria sursauta comme un chat à qui on aurait marché sur la queue et cria. Oui, il était là. Et il a dit qu'il serait ravi de célébrer le mariage avec l'héritier de la famille Gremory. Ria serra les dents à haute voix après avoir terminé. James soupira une fois de plus avant de demander, cela répond probablement aussi à ma prochaine question, mais pourquoi cela te met-il si en colère ? Pourquoi ? Cria Ria, se forçant encore davantage. Il ne me voit que comme l'héritière de la famille Gremory. Il ne voit pas Ria, et à son regard, je vois bien qu'il pense que je ferai une excellente épouse trophée. Oui. James hocha la tête en entendant la réponse de Ria. Cela explique pourquoi tu es si opposé à ce mariage. Exactement. Maintenant, à l'aide. Passez votre chemin, interrompit James. Laisse-moi te poser ma dernière question. Demandez, ordonna Ria avec agacement. En entendant son ton, James sentit son irritation monter. Il prit une grande inspiration pour se calmer et se prépara à l'indignation que sa prochaine question ne manquerait pas de provoquer. Pourquoi devrais-je te connaître autrement que comme héritier de la famille Gremory ? En entendant la question de James, les yeux de Ria s'écarquillèrent de surprise. James voyait la colère s'insinuer dans ses yeux en temps réel. « Que veux-tu dire par là ?» demanda Ria d'un ton autoritaire. En entendant le ton de Ria, l'irritation de James d'être réprimée à plusieurs reprises commença à déborder. « Je pensais exactement ce que j'ai dit, Ria, » répondit James calmement, mais d'un ton irrité. « Réfléchis
qu'as-tu fait pour te démarquer de ton nom de famille? As-tu accompli quelque chose de toi-même? As-tu contribué à la société du diable? Je suis un diable de haut rang issu de l'une des 72 maisons piliers, n'est-ce pas suffisant? Demanda Rhea avec colère. Et qu'as-tu fait pour mériter ce titre, princesse? Demanda James avec condescendance, son irritation commençant à s'estomper face à l'orgueil infondé de Rhea. Laisse-moi te répondre. Tu n'as rien fait pour mériter ce titre. Rien qu'être né dans une bonne famille. Rhea commença à trembler de colère, les larmes aux yeux, mais James continua. Tu ne fais que profiter des bienfaits que tu as reçus pendant ton temps libre. Tu ne les utilises pas pour t'améliorer, en aucune façon. Tu ne t'entraînerais pas si tu ne le faisais pas passer pour un jeu. Et pourtant, tu as encore le culot de te plaindre quand ta famille? Frappé. Au milieu du discours de James, Rhea se leva brusquement et le gifla, le réduisant aussitôt au silence. Après un moment de silence, James parla d'un ton étrangement calme. Ça y est, j'ai fini. Le visage inexpressif de James choqua profondément Rhea. Elle finit par éprouver des remords pour ses actes. Mais avant que Rhea ne puisse réagir, James se leva et se dirigea vers la porte. Sans même se retourner, il l'ouvrit et sortit, passant devant tous les adultes rassemblés dehors. Sans un mot à aucun d'eux, il entra dans son atelier, ferma la porte et la verrouilla. Le silence dans le couloir était assourdissant. Jusqu'à ce qu'il soit brisé par le cri furieux de Rhea. « James, je te déteste. » Son regret s'est transformé en colère lorsque James n'est pas revenu. Pendant ce temps, Venelana fut la première des adultes à reprendre ses esprits. J'avais le sentiment que ça n'allait pas bien finir. Chapitre 19, le réveil. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Devant la chambre de James se trouvent Léona, Cassiel, Venelana, Eoticus, Sirzek, Rhea, Dante et Seraphal. Parmi eux se trouvent certains des démons les plus influents des enfers. Et maintenant, tout le monde est sans voix. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de 10 minutes, ils ont vu l'un des enfants les plus heureux qu'ils aient jamais rencontrés s'éloigner d'une dispute, le visage impassible. Entendant les cris de Rhea, la jeune génération, menée par Sona, monta à l'étage pour voir ce qui se passait. Se tournant vers le groupe d'adultes, Sona évalua la situation. D'abord, il regarda par la porte ouverte de la chambre de James. Il vit Rhea recroquevillée sur le lit de James, sanglotant de frustration. Devant le lit se trouvait la chaise qui se trouvait habituellement sous le bureau de James. Finalement, James avait disparu. Avant de tirer des conclusions hâtives, Sona a décidé de poser 2 questions simples qui combleraient la plupart des lacunes. « Maman, où est James ?»« Il s'est enfermé dans son bureau », répondit Rhea. Sona hocha la tête, s'attendant à cela. Au même moment, Mysore se rendit dans le bureau et colla son oreille contre la porte. « On dirait qu'il dessine. »« J'entends le bruit du stylo qui gratte le papier », rapporte Mysore. « Conception ?» demanda Séuchulin. Bien qu'ils se soient rapprochés pendant l'entraînement, Skatash ne leur laissait pas assez d'énergie pour discuter. À son avis, s'ils en avaient, ils pourraient l'utiliser pour s'entraîner davantage. Ajustant ses lunettes, Tsubaki répondit à la question de Séuchulin. C'est un mangaka célèbre dans tous les royaumes, dit calmement Tsubaki. Puis elle demanda, tu as entendu parler de Bleach? Tu parles de ce produit avec lequel tu laves le linge, demanda Séuchulin, sincèrement perplexe. Sans changer d'expression, Tsubaki répondit, non, le manga. Sona interrompit la conversation avant qu'elle ne puisse continuer. Vous pourrez en parler plus tard, dit Sona d'un ton sévère. Puis elle tourna son attention vers les adultes et posa sa deuxième question. Rhea a encore fait une bêtise, n'est-ce pas? Cette fois, c'est Venelana qui a répondu par un simple « oui ». Sona soupira en réponse, puis marmonna pour elle-même. À ce rythme-là, il ne voudra plus jamais s'occuper de questions romantiques. Bien qu'elle ait essayé de garder la voix basse, tous ceux présents pouvaient l'entendre marmonner. Puis, lorsqu'il releva la tête, il vit Venelana, Léona et sa propre mère, Rhea, lui sourire de manière provocante. « Merde, j'ai fait trop de bruit », pensa-t-elle en rougissant jusqu'au bout des oreilles. La pièce redevint silencieuse. Cette fois, ce fut Venelana qui rompit le silence. Mais seulement après avoir cessé d'applaudir, se souvenant du commentaire de James. « Il faut qu'on fasse quelque chose », dit Venelana en s'adressant à tous. « Des suggestions ?» Un autre bref silence suivit. Finalement, Léona prit la parole. « Eh bien, je suppose. » Commença-t-il. Une fois l'attention de tous captée, il regarda Mysore et poursuivit. « Mysore, si James dessine, tu devrais voir s'il te laisse l'aider. Je préférerais qu'il ne soit pas seul pour le moment. » Dès que les mots de Léona furent terminés. Clic. La porte s'ouvrit, surprenant tout le monde. Mysore, sortie de son choc, regarda tout le monde et hocha la tête. Puis elle ouvrit la porte et entra. Avant que la porte ne se referme, Séuchulin demanda à James. « Dis donc, James, ça te dérange si je regarde ça? Je n'ai jamais vu de manga auparavant. » « Bien sûr, tant que tu ne me gênes pas, » répondit James. Le sourire aux lèvres, Séuchulin se dirigea vers la porte ouverte de l'atelier. Avant d'entrer, il se retourna et lança un clin d'œil à tout le monde en murmurant. « Ne t'inquiète pas, je vais garder un œil sur lui. » Après cela, il entra également et ferma la porte. La prochaine à prendre la parole fut Venelana. « Je pense que je vais ramener Rhea à la maison. »
Sans attendre que quelqu'un réponde, il entra dans la chambre de James et demanda à Ria si elle voulait rentrer chez elle et Ria accepta. Peu de temps après, un cercle magique de téléportation entoura Venelana et Ria, puis ils partirent. Tandis que Venelana et Ria se téléportaient, Eoticus et Sirzek, s'efforçant d'effacer leur présence, tentèrent de partir le plus discrètement possible. Cependant, avant même d'avoir pu aller très loin, ils ressentirent tous deux un pincement à l'épaule. « Et où penses-tu aller » murmura Greffia à l'oreille de Sirzek. « Ah, j'allais juste prendre un verre en bas » répondit Sirzek avec un rire creux. D'autre part, Léona et Rhea ont attrapé Zéoticus. Lord Gremory, commença Rhea d'un ton mielleux. Je pense que nous devrions profiter de cette occasion pour parler de parentalité. Avant que je puisse répondre, Léona a également rejoint la conversation. C'est vrai, avec vos nombreuses années d'expérience en tant que parent, je pense que ce serait une conversation fructueuse, a déclaré Léona sur le même ton mielleux. En entendant le ton des deux femmes, Zéoticus ressentit un frisson. Et son instinct lui disait qu'il serait très imprudent de refuser. Cassiel, chérie, ça ne te dérange pas qu'on utilise ton bureau tous les 5 un moment, n'est-ce pas demanda Léona sur le même ton mielleux. Cassiel, sachant déjà ce que signifiait ce ton, secoua la tête et répondit, pas question. Prends tout le temps qu'il te faut. Mais qu'en est-il de la nourriture? En réponse, Léona a spontanément répondu, cela a été fait avant l'arrivée de James et CU. Vous pouvez tous vous entraider. Avant de commencer notre conversation, dit Greffia en conduisant Sirzek au bureau de Cassiel, j'apporterai des portions pour nous et pour vous trois dans le bureau. Et cette déclaration a scellé toutes les voies d'évasion pour Sirzek et Zéoticus. Cassiel et Dante, après avoir lancé des regards compatissants à Zéoticus et Sirzek, conduisirent les enfants en bas, accompagnés de ce rafale. Bon, revenons en arrière et amusons-nous, dit Cassiel alors que lui et le groupe descendaient les escaliers. Enfer, territoire de Gremory, domaine de Gremory. Dès que le cercle de téléportation disparut, Ria courut droit vers sa chambre. Tout au long du trajet, les mêmes 4 pensées se répétèrent sans cesse. Pourquoi est-ce arrivé? Je pensais que nous étions amis. Ne nous sommes-nous pas encore réconciliés? Pourquoi était-ce si mauvais? Dès qu'il entra dans la chambre, il ouvrit la porte. Sans la refermer, il se mit au lit et se couvrit complètement. Venelana, quant à elle, attendit un moment avant d'essayer de parler à Ria de son comportement. 20 minutes plus tard, Venelana se tenait devant la porte ouverte de Ria. Jetant un coup d'œil à l'intérieur, elle vit Ria recroquevillée dans son lit comme un cigare cubain. Toc toc. Venelana frappa à la porte. Sans attendre de réponse, elle entra dans la pièce et s'assit au bord du lit. Ria, tu me déçois beaucoup, dit doucement Venelana. Voyant la literie enroulée se tortiller, elle sut que Ria l'écoutait. Bien que Ria écoutait, elle n'avait aucune intention de répondre. Tu ne penses pas que c'était ta faute, n'est-ce pas demanda Venelana, toujours d'un ton doux. À cette question, Ria leva enfin la tête pour regarder sa mère. Puis elle répondit, non, je ne le pense pas. Soupir vraiment? Et j'imagine que tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé, non? Cette fois, au lieu de répondre, Ria secoua simplement la tête. Sur le même ton doux, Venelana posa une autre question. Avant aujourd'hui, considériez-vous James comme votre ami? Inclinant la tête, Ria répondit, oui. Et vous voulez toujours qu'on reste amis? Demanda Venelana, toujours sur le même ton doux. Hésitant quelques instants, Ria hocha finalement la tête. Alors, commença Venelana, son ton changeant en quelque chose de plus dur au fur et à mesure qu'elle continuait, voudrais-tu que je te dise pourquoi les choses se sont passées ainsi? En entendant la question de sa mère, les yeux de Ria s'écarquillèrent et elle secoua vigoureusement la tête. C'est en fait assez simple, dit Venelana, marquant une pause avant de poursuivre. Tu ne l'as pas traité comme un ami. De quoi parles-tu? Cria Ria en se redressant. N'oublie pas à qui tu parles, jeune homme, le gronda Venelana. En entendant l'avertissement de sa mère dans son ton, Ria fut immédiatement découragée. Et c'est là une partie du problème, on oublie à qui on parle, explique Venelana. Je ne comprends pas, dit Ria, la tête baissée. Riri, suis-je ton ami ou ta subordonnée? Tu sembles avoir oublié la réponse à cette question ces derniers temps. Venelana relut une ligne du rapport d'Henrich sur l'incident avec Akeno. Te souviens-tu quand James t'a dit ça? Ria se creusa la tête, essayant de se souvenir d'une fois où James lui avait dit quelque chose de similaire. Elle finit par secouer la tête, indiquant qu'elle ne s'en souvenait pas. C'était juste après que James ait sauvé Akeno, quelque chose que tu lui as demandé de faire, a expliqué Venelana. Ria a commencé à essayer de se rappeler le souvenir à nouveau, toujours sans succès. Ensuite, Venelana s'est chargée de combler les vides de sa fille. Tu te souviens avoir demandé à James de sauver Akeno, n'est-ce pas? Oui, répondit Ria. Et quand il a fait ça, tu te souviens de ce que tu as fait? Demanda Venelana. Sir Henrich et moi avons négocié sa libération, répondit Ria après avoir réfléchi un instant. Même si c'était le résultat final, la première chose que vous avez faite a été d'ordonner à James de prendre en charge les négociations. Venelana a ensuite rappelé à Ria la séquence des événements. De plus, James a même aidé Akeno à surmonter son aversion pour les pouvoirs de ses anges déchus, a déclaré Venelana à la fin de l'événement. Et cela a certainement renforcé sa noblesse. Ria resta bouche bée de surprise. Elle ne se souvenait pas vraiment que les choses se soient déroulées comme Venelana venait de le lui expliquer. Cependant,
elle savait que sa mère ne lui mentirait pas sur un sujet aussi important. Pour enfoncer le clou, Venelana a fait une dernière déclaration sur ce sujet précis. D'ailleurs, tu ne m'as même pas remercié de t'avoir aidé. En entendant cela, Ria baissa la tête de honte. Bien que Venelana ait fini d'expliquer les échecs de Ria lors de cet incident, elle avait encore beaucoup à dire. Elle évoqua le moment où James avait ramené Mysore à la maison et la colère de Ria à cause de cela. Elle posa ensuite les mêmes questions qu'elle avait abordées avec Zeoticus. Vous étiez chez lui, aviez-vous le droit de lui demander qui il avait laissé entrer? Et vous devait-il une explication? Et elle a répondu pour elle-même. La réponse est non, vous n'avez pas eu votre mot à dire. Et non, il ne vous devait aucune explication sur les personnes qu'il avait invitées à rejoindre sa noblesse. Puis il a expliqué. Le pire, c'est que James aurait répondu à toutes tes questions s'il l'avait fait poliment. Parce que vous êtes amis. Au lieu de ça, tu as piqué une crise, tellement tu es habitué à ce que tout se passe comme tu le souhaites. Venelana continua pendant la demi-heure suivante, expliquant toutes les manières dont elle avait vu Ria faire du mal à James jusqu'à présent. Elle termina sa conversation avec. Et même si ce n'était pas ce que tu voulais entendre, James avait raison à ton sujet, Ria, expliqua Venelana. Tu ne t'efforces pas de t'améliorer. Tu ne t'entraînes pas et ne poursuis pas tes études, tu n'es qu'un diable de haut rang, uniquement par ta lignée. Tu n'es pas un diable de haut rang, mais tu as quand même l'audace de te plaindre quand la famille te demande quelque chose. Venelana secoua la tête avec déception pour la énième fois cette nuit-là. D'ailleurs, si tu avais gardé la tête froide, je suis sûr que James t'aurait aidé à trouver une solution, dit Venelana en se levant enfin près du lit de Ria. Mais ça ne me semble pas très probable maintenant. Venelana se dirigea alors vers la porte. Arrivée à destination, elle s'arrêta, et sans se retourner, dit, tu devrais vraiment t'examiner attentivement. Si tu continues comme ça. Venelana franchit alors la porte et commença à la fermer. Cependant, avant de la fermer complètement, elle termina sa phrase. Tu finiras par n'avoir personne que tu pourras vraiment appeler un ami. Puis la porte se referma et Ria s'allongea, enfouissant son visage dans l'oreiller. Chapitre 20, allons en Roumanie. Cela faisait 2 mois que James avait 14 ans. Pendant le premier mois, James et Seuchulin décidèrent de ne pas faire grand-chose. Hormis l'entraînement de base, ils souhaitaient se détendre après s'être enfin libérés du cours d'entraînement infernal de Skatash. Au lieu de se consacrer à leur propre entraînement, ils se concentrèrent sur l'entraînement de Mysore. Malheureusement, l'écart entre leurs forces de combat était plus grand que James ne l'aurait souhaité. Ce mois-là, James et Mysore ont également terminé le dessin de Bleach. Cela leur a pris environ 3 semaines. Bien que James souhaitait en dessiner un autre, il n'arrivait pas à se décider, alors il l'a mis en veilleuse. Du moins jusqu'à son accession à la classe supérieure. Cependant, il avait décidé de ne pas dessiner d'autres mangas de combat pour son deuxième projet. Seuchulin a également suivi des cours d'éducation durant ce mois. Se concentrant principalement sur la géographie et le climat politique du monde du diable, il a également suivi des cours de remise à niveau en mathématiques et en sciences. Cependant, il a complètement négligé l'étude des langues, les jugeant inutiles. Surtout après avoir appris que les démons ont la capacité innée de comprendre toutes les langues. Au cours du deuxième mois, James et Seuchulin augmentèrent le niveau de leur entraînement. Bien que l'intensité fût encore loin d'égaler celle de Skatash, ils constatèrent des progrès. Mysore s'intensifia également. Sona et Tsubaki se joignirent également à eux. James avait entendu dire qu'Akeno et même Koneko souhaitaient participer, mais ils ne purent le faire. Cela était dû au fait que James et Ria ne se parlaient toujours pas. Le fait que James et Ria ne se soient toujours pas parlé n'était pas dû à l'orgueil et à la fuite de Ria. Cette fois, c'était James qui refusait de voir Ria. S'il n'est pas assez vaniteux pour prétendre que Ria n'aurait pas pu recruter Akeno sans son aide, on ne peut nier que James a joué un rôle dans sa survie et son recrutement ultérieur. De plus, Ria l'a maltraité, lui et son entourage, à plus d'une occasion. Et la gifle fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Bref, il ne pouvait toujours pas lui pardonner. Heureusement, James n'a jamais critiqué Ria pour ses actes. En fait, il s'enquérait souvent de son bien-être par l'intermédiaire de Sona. Apprenant cela, Leona, Venelana et Ria en ont déduit que James profitait de cette période d'évitement de Ria comme d'une punition, lui montrant ainsi que ses actes avaient des conséquences. Mais James n'avait que 14 ans. Elles se sont donc aussi dit qu'elle s'était peut-être surestimée. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Actuellement, James, Mysore et Seuchulin sont assis dans le bureau de James. Tous trois tentent de décider où mener leur entraînement sur le terrain. Comme James et Seuchulin étaient quasiment imbattables face aux êtres de niveau inférieur au sommet, et que Mysore pouvait vaincre la plupart des êtres de niveau moyen et intermédiaire sans difficulté, ils décidèrent de s'entraîner sur le terrain. Pour l'instant, leur problème est un simple désaccord. Qu'est-ce qu'il y a de si formidable aux États-Unis, demanda Mysore, le visage rouge après la discussion des 25 dernières minutes. La majeure partie du pays est peuplée de villes modernes comme on en trouve partout. Au moins, si on va en Roumanie, on pourra voir quelques châteaux anciens. Oh, répondit Seuchulin avec un ricanement. Pourquoi voudrais-je visiter des châteaux anciens? Je parie qu'ils ne pourraient jamais rivaliser avec Dinsket, de toute façon. Prise au dépourvu, Mysore n'eut rien à répondre. Elle réalisa que c'était probablement le pire argument qu'elle aurait pu trouver en sa faveur. Bien sûr, ces châteaux ne pourraient jamais être comparés à Dinsket. Il faut que je trouve quelque chose, sinon je vais perdre cette discussion.
Allez, Mysore, réfléchis. Pendant ce temps, tandis que Mysore et Séuchulin se disputaient, James dessinait des personnages au hasard dans ses souvenirs. Indifférent à la bagarre entre les deux hommes dans la pièce, James marmonnait pour lui-même, se demandant sur quel manga il devrait travailler ensuite. Je sais que j'ai dit que j'attendrais d'être promu pour réfléchir à ce problème, mais je veux vraiment en créer un nouveau, se dit James en terminant un dessin de Nagi Sanznin de Hayat, le majordome de combat. Revenant à la discussion, Mysore regarda autour d'elle en pensant à sa prochaine raison de se rendre en Roumanie. Elle regarda ensuite les deux jeunes hommes présents et se souvint combien ils aimaient se disputer. Et ça, pensa Mysore, dans un moment d'épiphanie. Mais si nous allons en Roumanie, il y a une chance que nous rencontrions un vampire. Avec cette déclaration, le stylo de James s'arrêta de bouger et les yeux de Séuchulin s'écarquillèrent. Waouh, on va en Roumanie, dit James d'un ton ferme. Ça a l'air bien. Attends. Séuchulin s'interrompit au milieu de sa phrase et demanda à James. Comment m'as-tu traité, bon sang? Connard? Séuchulin est trop long, dit James avec indifférence. Oui, mais Séu donne l'impression que tu parles à un enfant ou à un petit animal, rétorqua Séuchulin. En entendant la réfutation de Séuchulin, Mysore ne put s'empêcher d'imaginer un Corgi avec des traits du visage similaires aux siens. Rire, je trouve ça mignon, dit Mysore, incapable de retenir un rire. Tu imagines quelque chose d'étrange et ça ne me plaît pas, grogna Séuchulin. Eh bien, comment l'appeler alors? Se tenta, demanda James en mettant la dernière main à son dessin. Se tenta, demanda Mysore, perplexe. Comment as-tu deviné ça? Ça fait un peu féminin, non? En entendant la question innocente de Mysore, le sourcil de Séuchulin se leva d'irritation. Eh bien, se tenta est son nom. James a expliqué à l'ignorante Yuki Onna. Séuchulin est un pseudonyme. Oh, eh bien, je suppose que je peux comprendre pourquoi elle a adopté un pseudonyme, dit Mysore, la malice tourbillonnant au fond de ses yeux. Assez, cria Séuchulin. À partir de maintenant, appelle-moi Lancé. James leva les yeux au ciel devant le choix de Séuchulin et pensa, c'était prévisible. D'accord, peu importe, dit James en agitant la main d'un air dédaigneux, lassé du sujet. Lancement, c'est ça. Séuchulin hocha la tête avec satisfaction. James posa son stylo et son carnet de croquis et se leva. Regardant les deux futurs membres de sa pairie, il prit la parole. La destination est la Roumanie, dit James en croisant le regard de Mysore et Séuchulin. Je suppose que nous sommes d'accord. Oui, répondit Mysore. C'est tout, répondit Séuchulin. Dans ce cas, préparez-vous, ordonna James. Nous partirons dans 2 jours. Mysore se mit à rire. Puis elle dit, James, le rôle de commandant en chef ne te convient vraiment pas. Rougissant légèrement, James lui cria, oh, tais-toi. Vas-y, prépare-toi à partir. Le bureau de James était rempli des rires du trio jusqu'à ce qu'ils se séparent pour faire les préparatifs du voyage. 6 jours plus tard. Mont d'Humain, Roumanie, environ de Bucarest. Bonjour, Lancé, dit James en regardant dans la direction de Séuchulin. Bonjour. Comment vas-tu, répondit Séuchulin d'un ton désinvolte. Tu te souviens de la fois où tu as remis en question le titre que je t'avais donné, demanda James avec la même désinvolture. Quel titre? Demanda Séuchulin avec incertitude. L'homme dont la malchance n'a pas d'égal, répondit James. Oh. Oui, je m'en souviens, dit Séuchulin en secouant la tête. Comment te sens-tu maintenant, demanda James. Oh, j'ai vraiment de la chance, dit Séuchulin avec indifférence. Pourquoi êtes-vous si indifférent à cette situation, demanda Mysore, exaspéré. James, Mysore et Séuchulin étaient alors entourés d'un groupe de 12 vampires, protégeant une jeune vampire du même âge. Bien que Mysore fût exaspérée par leur indifférence, elle les connaissait suffisamment pour savoir qu'ils étaient concentrés et prêts à tout. De son côté, la jeune vampire aux yeux rouges et aux cheveux argentés était désemparée. Peut-être que j'ai fait une erreur en leur demandant de l'aide, pensa la fille vampire. Flashback, il y a 6 minutes. Dans la banlieue de Bucarest, Mysore venait de terminer une bataille avec un démon errant de bas et moyen niveau, avec James et Séuchulin observant ses progrès. Bon travail, Mysore, le félicita James. J'ai peut-être un peu sous-estimé tes capacités de combat. Allaitement, que veux-tu dire, demanda Mysore en essayant de reprendre son souffle. Au lieu de James, c'est Séuchulin qui a répondu. Avec votre concentration accrue sur le combat réel, votre compétence est d'un niveau supérieur à ce que vous démontrez à l'entraînement, a expliqué Séuchulin. Très bien, retournons en ville, dit James en se dirigeant vers Bucarest. Nous devons rédiger le rapport sur l'extermination. Malheureusement, tant que tu ne seras pas réincarné en démon, ces morts ne compteront pas pour ta promotion. Sur ce, le trio reprit la route vers la ville. Cependant, avant d'avoir pu aller plus loin, ils aperçurent un groupe d'hommes poursuivant une jeune fille solitaire. Eh bien, on dirait qu'on a eu du mal à y arriver, dit James avec un soupir. Tant qu'on ne s'en mêle pas, tout ira bien, n'est-ce pas, demanda Mysore, incertain. Laissons-leur l'espace pour agir, dit Séuchulin, sa lance posée sur son épaule. Que pourrait-il arriver de pire? Soupir, et je vois le drapeau flotter haut dans le ciel, dit James, abattu. Quoi, demanda Séuchulin, perplexe. Que veux-tu dire?
Soupir, il dit que tu as hissé un drapeau, répondit Mysore, incapable elle aussi de résister à un soupir. À ce moment-là, la fille a remarqué le trio et a crié. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis un vampire qui s'est échappé de la faction Tep. Ils veulent me sacrifier pour ramener le géniteur vampire à la vie. Bon sang. On ne peut pas ignorer ça maintenant, même si on le voulait, dit James, découragé. Oui, ils ne nous laisseront jamais vivre maintenant que nous entendons ce genre d'informations, répondit Séuchulin. James plaisanta, puis regarda Séuchulin et dit, je te blâme. C'est ta faute. Fin du flashback. Et où est Monsieur Okita? Ne devrait-il pas nous protéger et gérer les affaires diplomatiques? Oh, Sir Okita n'apparaîtra que si nous sommes sur le point de mourir, répondit James d'un ton détaché. Bref, ils sont 12. Voyons voir. 2 de haut rang, 1 de haut rang et 1 de rang moyen, 4 de rang moyen, 1 de haut rang, 2 de rang moyen et 1 de rang inférieur, et 6 de rang inférieur, 2 de haut rang de rang moyen et 4 de rang inférieur. Alors, comment les séparer? Demanda Séuchulin en se léchant les lèvres, un sourire affamé de combat au visage. En entendant cette question, James a rapidement commencé à répartir les rôles. Je prends la gamme haute, une gamme moyenne et 2 gammes basses. Lancé, tu prends la gamme moyenne-haute, la gamme haute moyenne, l'autre gamme moyenne et une gamme basse. Tous les autres sont à toi. Je comprends, répondit Séuchulin en brandissant sa lance. Compris, répondit Mysore tandis que la glace recouvrait ses mains, prenant la forme de griffes. James s'adressa alors au groupe de vampires d'un ton moqueur, j'apprécie vraiment que vous nous laissiez élaborer une stratégie. Maintenant que nous sommes prêts, abattons-les tous, d'accord? En entendant la provocation de James, les vampires se mirent naturellement en colère. Alors qu'ils s'apprêtaient à répondre aux insultes et aux remarques blessantes, James passa à l'action. Dispersez-vous, sans bons Akura. James dessina Oshiru Sakura en prononçant les mots déclencheurs. Une fois l'épée complètement brisée, des lames semblables à des pétales volèrent dans tous les sens, séparant les 12 vampires en groupes de 4. Il tua ainsi les 2 vampires de rang inférieur qu'il était chargé de vaincre. Dès que les vampires se divisèrent en groupes de 4, Séuchulin se précipita sur les 4 hommes qui lui étaient assignés. Il les balaya tous sur son passage. De là, les individus de rang inférieur et moyen perdirent la tête sans résistance. Le vampire de rang supérieur fut projeté en arrière d'environ 4 mètres lorsqu'il tenta de bloquer avec sa propre lance. Les os de ses bras furent brisés. Cependant, le vampire de rang supérieur parvint à parer l'attaque avec son épée sans problème. Pensant que le résultat était satisfaisant, Séuchulin retira sa lance, puis se précipita vers le vampire de niveau intermédiaire tombé et enfonça la lance dans son cœur, avant de tourner son attention vers le vampire de haut niveau restant. Eh bien, c'était un échauffement décevant, commenta Koshulin en reprenant sa position. J'espère que vous pourrez me divertir encore un peu. Maudit gamin, dit le vampire en courant. Sans feinte, le vampire avait l'intention de couper Séuchulin de la tête à l'aine en un seul coup. Tu me regardes de haut, n'est-ce pas, murmura Séuchulin en déviant le cou, déséquilibrant le vampire. Puis, avant qu'il ne puisse se rétablir, Séuchulin lança sa lance en avant, transperçant le cœur de son ennemi. Il rétracta ensuite rapidement la lance et la balança horizontalement pour décapiter le vampire encore en vie. Maître aurait-tu du pain sur la planche si elle avait vu tes faibles compétences en matière d'armes, se dit Séuchulin en brandissant sa lance avant de la poser sur son épaule. Pendant ce temps, Mysore a également fait un travail rapide contre ses adversaires. Une fois les ennemis séparés, elle utilisa sa capacité raciale pour manipuler et créer de la glace et faire jaillir des pics de glace sous le groupe de vampires. Elle tua instantanément les 3 vampires à faible portée, tandis que celui à moyenne portée esquiva l'attaque surprise. Mais dès qu'il atterrit, Mysore, utilisant sa glace pour se propulser à grande vitesse, apparut devant lui, sa griffe de glace tendue vers l'avant. L'instant d'après, la moitié du bras de Mysore dépassait du dos du vampire. Retirant son bras du cadavre du vampire, Mysore se plaignit. Comment puis-je m'améliorer avec des adversaires aussi faibles? On dirait que James déteint sur toi, Mysore, dit Séuchulin en riant en s'approchant de Mysore après avoir terminé son combat. Je préférerais qu'il se frotte simplement contre moi, se dit Mysore. Qu'as-tu dit? Demanda Séuchulin, incapable d'entendre leur murmure. Ça ne te regarde pas, hurla Mysore, le visage rouge. Eh bien, je pense que nous avons terminé. Tandis que Mysore et Séuchulin tournaient la tête dans la direction de la voix, James s'avançait vers eux, rengainant son Oshiru Sakura. Dès que le cliquetis du fourreau se fit entendre, 2 têtes tombèrent simultanément du ciel et s'écrasèrent au sol. En y regardant de plus près, vous remarquerez qu'elles appartenaient aux vampires de haut niveau moyen, de niveau moyen et de niveau moyen qu'ils combattaient. Bon, maintenant que c'est réglé, dit James en tournant son attention vers la vampire qui avait provoqué ce combat. Tu veux nous dire ce qui se passe, mademoiselle? Regardant le trio avec de grands yeux, la vampire n'avait qu'une seule pensée en tête. Qui sont ces 3-là? Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.